Et oui les mecs, c'est encore moi, t'en as marre. Mais attends, je suis pas là pour te faire chier, je suis là en mode on va react, t'as fait le dub, c'est la partie 3. On va manger devant, tu connais Est né le tranquillement. 4 juin Voilà, on n'est 1978 pas un mec relou dans ton fil d'actualité, ne à dislike pas. Houston, dans le Texas. C'est une À chaîne l'âge de react, 13 copain. ans, celui-ci était déjà intéressé par la Voilà. création de jeux vidéo. Notamment, c'est autour de cette période qu'il a Allez, découvert ça le part. logiciel de création de jeux Click and Play, une manière d'introduire des T'arrêtes plus jeunes ici, hein. utilisateurs à la programmation sans pour autant avoir à apprendre un langage de code. Oh. Avec ce programme, qui sera plus tard renommé ClickTeam Fusion, il réalisera 2 jeux en 1994. Un complètement perdu, impliquant des pirates, et un autre dont on a une archive appelée Dofus. À partir de ce moment-là, l'intégralité des Dofus. jeux vidéo qu'il va réaliser utiliseront le moteur de jeu ClickTeam, qui a beaucoup de défauts, mais qui a l'avantage d'être extrêmement facile à utiliser. La manière dont Scott a utilisé ce logiciel au cours de sa carrière est ultra étrange, et il a régulièrement poussé ce logiciel au maximum de ses limites pour ses jeux. C'est fou de se dire qu'il utilise le même logiciel, et ce depuis bientôt 30 ans. Et pourtant, son focus à la base, c'était pas de créer des jeux, mais plutôt de créer de l'animation. À 18 ans, il est allé à l'Art Institute of Houston pour étudier l'imagerie numérique, la modélisation et l'animation en 3D, qui à l'époque était à leur balbutiement. Avec ses connaissances, il a d'abord créé plusieurs films d'animation pour enfants dans une saga qu'il a appelée Bird Village, et presque tous ont pu être retrouvés, car avant c'était des lost media. C'est en les regardant un peu attentivement qu'on réalise plusieurs choses à propos de Scott. D'abord, il a toujours été isolé dans son processus créatif. Tous ses films d'animation indépendants sont modélisés, animés, montés, produits et même doublés entièrement par lui-même. C'est très drôle de voir la voix de Phone Guy faire l'intégralité des personnages de plusieurs films pour enfants. What are you all sitting around here for? Ah mais je l'ai déjà vu ça. On remarque également qu'il a toujours eu ce même humour un peu sarcastique mais bon enfant, qui s'étendra par la suite dans la saga FNAF. Mais également, on remarque plusieurs faiblesses. Scott est très bon pour faire des environnements en 3D. Vraiment, pour l'époque, c'est des paysages magnifiques. Et en plus, quand on réalise que c'est fait par un indépendant, c'est presque au niveau de ce qui se faisait dans le professionnel. Scott, il est excessivement fait avec eux. Avec l'été, la communauté des gens trop vite ressortent très vite une fois qu'on les a essorés. Les jeux FNAF sont très courts et très simples, ce qui, aux yeux du grand public, peuvent les rendre très vides et vapides en conséquence. Et il est également très limité par le seul moteur de jeu qu'il arrive à utiliser, ClickTeam. Celui-ci montre très vite ses faiblesses. Les jeux essayent tout le temps de créer une fausse 3D avec des techniques qui s'épuisent très vite, notamment ce filtre cylindrique sur les images qui marche un peu au début, mais qui au fur et à mesure te donne juste l'impression que tu regardes une image projetée sur un mur courbé. On peut également pointer une chose, son plus gros succès critique est arrivé quand il a écouté les critiques négatives des gens et qu'il a essayé de s'y plier. Et en vrai, écouter ses fans et ses critiques les plus négatives, c'est très bien. Comme tout, faut juste savoir doser en fait. Je sais pas s'il avait vraiment envie de faire un jeu d'horreur. Ça reste quelqu'un de chrétien qui a envie de partager du positif dans le monde. Mais c'est ça qui lui a donné son plus grand succès. Et je pense que ça a un peu trop infiltré son cerveau au cours du temps. Maintenant, et c'est la dernière chose que je dirais, la plus grosse bombe à retardement, elle n'était pas encore très visible. C'est un truc qui allait arriver à un moment, mais qui pour l'instant était juste ignoré. On va en parler après, très brièvement. On va pas trop s'épancher sur le sujet, mais pour l'instant, je vais donner que 2 indices. D'abord, le jeu Desolate Hope, aussi bon qu'il puisse être, a reçu des critiques pour un aspect de son histoire que je ne vais pas spoiler, mais qui a été interprété assez vite comme un message anti-avortement. Ah oui, avortement, c'est Bien que Scott nie que le jeu parle de ça spécifiquement, il émet un commentaire sur l'importance de la vie, et ce, même dans ses formes les plus petites. Et deuxième chose, au cours du temps, la communauté qui a rassemblé FNAF s'est vite définie comme un groupe de jeunes, proches de Tumblr, queer, ou au moins proches de la communauté LGBT. Ça ressemble à un cliché, mais clairement c'est le cas. Et les fans de FNAF sont les premiers à l'admettre. Ils ont forgé des liens émotionnels assez importants avec les thématiques de l'histoire et son style graphique. Et en 2016, les jeunes de cette catégorie, qui voyaient un refuge dans les jeux de Scott, ils commencent à avoir un peu peur pour leurs droits. Mais je comprends pas le truc d'LGBT depuis que j'ai jamais su. Et ce serait un drame si Scott était pas tout à fait avec eux. Je me mute vite fait là parce que là je veux faire des bruits. Je veux faire des bruits de bouche, pardon. Et là si je fais ça. Voilà, bref. En prenant en compte toutes ces nouvelles connaissances, il est globalement admis que la création de FNAF World n'est absolument pas surprenante. Un action RPG bourré de mini-jeux avec un style très dynamique et coloré avec des musiques entraînantes, des mécaniques confuses et mal communiquées et une architecture étrange, c'est juste le jeu de Scott par défaut quand on regarde son parcours. Mais alors du coup, pourquoi avoir essayé de forcer ce type de jeu avec une licence d'horreur? Eh bien pareil, si on se penche sur les travaux de Scott, on réalise que son ton a toujours été comique, léger, doux et familial. J'imagine qu'au vu de ses convictions, créer une série de jeux autant basés sur la douleur et l'horreur pouvait devenir un peu difficile au cours
cours du regardez ce temps. que vous There's avez only fait, so genre en much mode. human suffering that the human mind can sit around and think about. I had to make something more lighthearted. Le problème, c'est que moi et quasiment tous les autres joueurs de l'époque, on s'est retrouvés d'un coup avec un changement radical d'ambiance sans prévenir. Les gens ont crié sur celui-ci pour de très nombreuses raisons, mais surtout pour le problème du manque de ressemblance entre le jeu et son trailer, la quantité énorme de bugs et surtout car le jeu avait l'air globalement assez mal fait et bancal. Le lendemain du fiasco de la sortie, Scott va faire un message sur Steam pour s'excuser. Il va avouer qu'en effet, la sortie du jeu avait été rushée. C'est la première fois qu'il l'avouait, car selon ses dires, il était trop impatient de montrer ce qu'il avait fini, ce qui l'a amené à négliger les choses qui ne l'étaient pas. Le jeu à sa sortie s'est fait descendre, et malgré des critiques Steam qui devenaient de plus en plus favorables au cours du temps grâce aux fans de la série qui voulaient montrer leur soutien à Scott, le jeu a été retiré de Steam 4 jours après sa sortie. Et dans un move que je trouve personnellement très respectable, Scott a décidé de proposer un remboursement à toutes les personnes qui le souhaitaient pour FNAF 1. Il va annoncer une update qui arrivera quelques semaines plus tard, qui rajoutera pas mal d'éléments, dont la fameuse map en 3D, le tout pour le prix exceptionnel de 0€. Ce qui, pareil, est un très bon move de la part de Scott à mon avis. Et c'est là du coup que je vais vous parler de mon expérience avec le jeu FNAF World, parce que c'est dans cette version-là que je l'ai connu. J'aurais vraiment voulu, et je suis tellement dégoûté de pas pouvoir le faire, mais genre vous montrer ma première partie de FNAF World. J'aurais voulu que vous voyiez les réactions. Je suis dégoûté, j'ai même pas le gameplay d'enregistrer. J'étais tellement énervé. C'est jamais ce qui va dire, Feldup. C'est une folie. Hein. Quand vous lancez FNAF World, déjà, l'image est très pixelisée. Le menu, il est un peu vieillot, mais ça va, c'est amateur, on excuse. Et pas de paramètres, genre pas de settings. On peut pas enlever la musique, les bruitages, ou alors augmenter la qualité visuelle du jeu. Pour ce type de jeu, pas avoir de paramètres, c'est un peu un problème. Hein. On l'excuse pour les jeux FNAF, hein, parce que c'est avant tout des expériences d'horreur. Mais là, c'est du jeu divertissement. On devrait pouvoir faire le jeu si on n'aime pas la musique, par exemple. Et ça a l'air d'indiquer que la raison pour laquelle c'était pas présent avant, c'était pas pour faire des expériences immersives, etc. Mais juste parce que Scott, il sait pas faire autrement, en fait. Donc, lançons une nouvelle partie en mode difficile et... Ok, premier problème. Le jeu te bombarde d'office avec ce genre de menu. Et ce genre de menu, pour l'instant, comme on n'a pas joué, il veut rien dire. En vrai, ce qu'il faut comprendre là, c'est que tu possèdes 2 équipes différentes de 4 personnages que tu peux alterner pendant les combats du jeu. Et que donc là, tu peux choisir quels animatroniques tu veux mettre dans quelle équipe. Sauf que, sans rien savoir, moi je croyais qu'on me demandait de choisir les 8 personnages que je voulais incarner. Parmi les 8 personnages disponibles. Attention, tu dois choisir seulement 3 objets parmi ces 3 objets. Choisis avec prudence, hein. J'étais de très mauvaise humeur quand j'ai vu ce menu. S'ensuit une cinématique entre notre personnage jouable et le personnage principal du jeu, la peluche Fredbear de FNAF 4, qui t'explique que quelque chose de terrible se passe au village des animatroniques. Pour la défense du jeu, celui-ci a un ton très self-aware, il est conscient du fait que son existence est chelou, mais vous allez comprendre pourquoi je trouve que c'est une idée pas ouf. S'ensuit un temps de chargement, le premier d'une très longue liste de chargements un peu trop long, et le jeu n'a aucun tutoriel. Cet écran avec déjà, je suis désolé, des graphismes pas beaux. Voilà, Scott peut faire de très jolis environnements et là on sent que ça a été rushé pour corriger une erreur de communication. Donc oui, cet écran est difficilement compréhensible. T'as déjà 3 informations différentes sur la map, 4 boutons qui ne sont pas expliqués, un gros 1 dans un carré qui te téléporte là où t'étais il y a 3 secondes. Le jeu est un action RPG avec des combats au début assez difficiles à comprendre. En gros, à chaque fois que tu attaques avec un de tes personnages, il doit attendre un moment avant de re-attaquer. Au début, on comprend pas trop pourquoi il y a plusieurs secondes qui passent sans qu'on puisse rien faire. Et les combats, bien que très peu complexes, finissent grâce à la surcharge de particules sur l'écran par avoir l'air à peu près dynamique. À la fin de chaque combat, on gagne de l'expérience qui sert à rien, hein, parce que quand tu débloques des nouveaux personnages, ils sont systématiquement plus puissants que tes précédents. Et on gagne également de la thune qui permet d'acheter des trucs, notamment dans le magasin de Lolbit, cette sorte de mangle qui n'aurait pas été rapiécé et qui se trouve à 2-3 endroits sur la map du jeu. Le deuxième problème du jeu qui apparaît très vite, c'est que la progression de l'histoire est très bizarre. Le premier objectif de l'histoire, c'est de tuer ce boss sur la map, qui est une référence à Cheapers, et après... on fait quoi? Voilà la question que je me suis dit pendant tout le jeu. C'est pas une blague. Un jeu où la progression doit être devinée par le joueur, ça peut être une bonne idée. Mais là, c'est très tôt dans le jeu. On vient de tuer notre premier boss et sans déconner, j'ai exploré bien 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes sans trouver et j'ai fini par faire quasi l'intégralité du jeu avec une soluce. Petite dédicace notamment à ce guide que j'ai pu trouver sur Steam qui m'a aidé à finir le jeu et qui est probablement le premier guide que j'ai pu voir de ma vie, qui a l'air d'être fait par quelqu'un qui déteste viscéralement le jeu, qui le t'aide à terminer. C'est trop marrant. Je demande pas qu'on me prenne la main. Moi, découvrir un truc peu accessible, ça me dérange pas. Vous pouvez avoir l'impression que je
suis en train de chipoter, mais c'est une série de marques très fortes d'amateurisme et de maladresse qui donne l'impression que le jeu supplie le joueur de pas être joué. Je demande pas à ce qu'on m'assiste, je demande qu'on me fasse découvrir le fonctionnement du jeu d'une manière au moins un peu ergonomique, fluide et maîtrisée. Donc il fallait comprendre que derrière ce petit endroit là, il y avait notre ami Fredbear qui nous attendait et qui nous explique qu'il se passe quelque chose de très bizarre dans le monde des animatroniques. La réalité de celui-ci est en train de se fracturer et il nous demande d'interagir avec cet objet glitché en face de nous pour rejoindre une sorte de réalité alternée avec une map beaucoup plus simplifiée et glitchée qui nous permet d'atteindre d'autres portions de la map. Ça paraît cool dit comme ça, mais c'est surtout laborieux étant donné que c'est très lent. Et quand vous allez dans une sous-réalité alors que vous êtes déjà dans une sous-réalité, c'est encore plus lent. Et il existe encore plus lent dans le jeu. Bon, je vais pas vous faire tout ce jeu, celui-ci est pas si intéressant que ça, mais il en ressort une expérience ultra bancale, qui encore aujourd'hui est bourrée de bugs. Le jeu se passe dans un jeu qui est lui-même glitché. Genre le jeu en est conscient. Et j'arrive même pas à savoir quels bugs et défauts que j'ai pu rencontrer dans le jeu étaient sincèrement prévus par le game design ou juste des erreurs non améliorées. La progression du jeu s'améliore pas non plus avec le temps. Notamment quand le jeu te demande de trouver des arbustes glitchés pour progresser qui sont parfois un peu difficiles à voir. Il était juste là. Voilà, bravo. Quelle bonne idée de mettre un truc gris qui clignote à peine sur du blanc avec un effet de neige par-dessus. Putain, Scott, fais tester tes jeux. Et le pire dans tout ça, c'est cette idée magique de game design. Et oui, il faut deviner avec quasiment aucun indice que tu peux traverser des textures qui n'ont rien de différent avec le reste. Et le pire dans tout ça, c'est que parfois c'est nécessaire pour progresser. Si à la limite c'était juste pour trouver des secrets, ça aurait été cool. Mais là, c'est pas sympa, Scott. Voilà, je suis désolé. Je pense pas être con. Je suis pas la personne la plus patiente sur les jeux, mais ce jeu m'a fait me sentir comme un abruti quoi, la plupart du temps. Le jeu possède plusieurs fins, mais les fins classiques pour le mode normal et le mode hard sont assez bizarrement insultantes. Genre la fin du mode normal te dit littéralement « Tu as battu un monstre imaginaire dans un jeu imaginaire sans prendre de risques et sans rien trouver d'intéressant dans la difficulté la plus facile. » Voilà. Et dans le mode hard, vous avez un boss supplémentaire assez difficile contre Scott Cawthon lui-même, qui a l'air de lâcher notamment sa frustration sur sa communauté de manière assez directe. « C'est ta faute, pour mon malheur, c'est jamais assez pour vous. J'étais vraiment le méchant dans ta tête ? Je n'ai pas arrêté cette histoire, tu l'as fait. Donc réjouis-toi d'avoir arrêté une histoire en tuant son storyteller. » Je pense que c'est une tentative d'être drôle, mais c'est assez difficile de pas avoir l'impression que c'est au moins un peu sincère. Et tout ça, c'est assez bizarre. Parce que Scott, il a toujours eu cette image d'un mec qui était à l'écoute de sa communauté. Comme je vous l'avais dit, quand la communauté a décidé d'appeler cet ours jaune Golden Freddy, Scott a tout de suite accepté cette appellation et l'a rendu canon dans le jeu suivant. Sa relation avec son public, à coup de discussions directes sur les forums Steam et de partage de hype fait maison sur son site, des commentaires sur des vidéos YouTube de gens qui jouent à ces jeux ou qui font des théories, c'était très précieux et c'était très nouveau comme manière de créer une relation développeur-fan à l'époque. Il s'est toujours caché d'avoir réalisé cette image sur son site en réaction à la critique du trailer de FNAF World. De plus, si on regarde, il ne s'agit pas d'un mangle pendu, mais bien du mangle du trailer avec la balle de sa sorte de Jokari dans la bouche. Mais pour le coup, c'est quand même un truc qui ressort dans beaucoup de détails depuis quelques temps dans ces jeux. L'image d'un gars en burn-out bourré de frustration quant à la quantité de violence qu'on lui envoie. C'est d'autant plus flagrant dans un ajout de cette mise à jour. Un secret dans un bâtiment montrant un homme pixelisé, seul sur une table. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ça ne devait pas se passer comme ça. Maintenant tout est foutu. Bien sûr, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Reviens plus tard et je t'en dirai peut-être plus. Sur le moment, ça a été interprété comme le signe que Scott regrettait la décision d'avoir créé ce jeu. Et en effet, en rétrospective, Scott déteste ce jeu et tape régulièrement dessus en interview. Par contre, il explique que c'est une des étapes les plus importantes de la saga FNAF. Et sur ce point, je le rejoins. Il s'agit du moment où il a compris qu'il devait bosser un peu plus ses jeux et structurer un peu plus son game design. C'est également le moment où il a arrêté de prendre son public de fans hardcore pour acquis. Ça lui a mis une pression supplémentaire. Maintenant, il devait faire mieux. Ses haters étaient plus présents que jamais et le futur de sa carrière n'était pas si certain que ce qu'il pensait. Il dit notamment par exemple que le jeu était prévu à la base pour être sur mobile. Et ça a jamais été le cas, sauf pendant un bref instant, pendant quelques heures, mais apparemment c'était un troll. Et que cette décision de game design qui n'a jamais abouti a niqué tout le système du jeu. Ça a un peu empoisonné tout le game design. Et si vous voulez mon avis final sur le jeu, en tant que personne qui a fini ce jeu dans la plupart de ses aspects, bah vous vous en doutez. Il est nul à chier quoi. J'aime bien. Quoi ? Il va falloir que je me justifie un peu. Je trouve ce jeu affreusement mal fichu, mais il est également diablement charmant. Une fois que tu comprends comment il fonctionne, t'as l'impression de jouer à une sorte de jeu Game Jolt téléchargé à 3h du mat que tu vas vite oublier, mais qui t'aura fait passer un bon moment. C'est très amateur, extrêmement mal rythmé, incompréhensible par moments, et la progression de difficulté est extrêmement artificielle.
Mais c'est un jeu qui m'a amusé quand j'y jouais. C'est également un jeu qui est bourré de petits secrets ici et là, et ça j'aime bien. Par exemple, si vous attendez à la fin de chaque cinématique de dialogue avec Fredbear, l'image change et vous donne des indices cryptiques pour trouver des horloges cachées sur la map contenant des mini-jeux qui sont tous des références aux indices pour obtenir la bonne fin de FNAF 3 et qui débloquent à terme une fin alternative secrète, semblant donner des indices quant à l'histoire racontée dans le 4e jeu. Pareil, il existe des tonnes de petits trucs que tu peux fouiller par toi-même dans le jeu, justifiant un peu son côté très fouillis. En réalité, le jeu révèle de plus en plus de passion au fur et à mesure que tu parcours ses environnements, et il apparaît de moins en moins cynique plus on plonge dedans. C'est pas pour rien que celui-ci possède une sorte de fanbase persistante et une scène de speedrun active encore aujourd'hui. C'est un jeu trop bizarre auquel je me suis attaché, tout bonnement à cause de ses innombrables défauts. Et figurez-vous qu'on va reparler un peu de FNAF World un peu après, parce qu'il y a eu une update massive du jeu qui a rajouté des détails qui sont importants pour la chronologie de cette histoire. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Il en fait un travail monstre, ce fait de pain. Comment ça, un livre? Quoi? Des livres? Et des FNAF? Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des livres, j'ai vu ça, ouais. Alors, on va quitter un peu l'aspect chronologique de cette vidéo pour faire un petit point sur les livres FNAF. Le 11 septembre 2015, Scott Cawthon annonce le projet de sortir un livre FNAF appelé Five Nights at Freddy's The Untold Story. Quelques jours après, on apprend le vrai nom du bouquin, The Silver Eyes, ainsi que sa date de sortie, le 22 décembre 2015, juste avant Noël pour sa version papier, et pour sa version dématérialisée, le 17 décembre. Ça peut paraître un peu surprenant que Scott fasse un bouquin comme ça, en effet ça peut au premier abord ressembler à juste une autre manière de faire un maximum de thunes, mais en réalité il avait déjà écrit des bouquins dans le passé qui sont aujourd'hui des lost media, et ensuite il n'est pas écrit par Scott tout seul, mais c'est en fait une collaboration avec l'autrice Kira Breed Wesley. Puis, faire de l'argent avec des bouquins, sincèrement, c'est pas tant un bon business plan que ça. Voilà. Bon, en vrai, c'était aussi probablement pour faire de la thune, ce projet, je vais pas vous le cacher, mais au moins, il y a un minimum d'effort dans la réalisation de celui-ci. Le bouquin sort le 17 décembre en dématérialisé comme prévu, et les critiques sont plutôt correctes. Et l'avis des fans est plutôt positif. Pour l'instant. Car il s'avère que ce bouquin-là, et tous les bouquins qui vont suivre, ils vont foutre un bordel monstre dans cette franchise. Et ils vont lentement l'éloigner de ce qui l'a rendu si efficace à la base. Je vais pas spoiler celui-ci, ni les bouquins qui sortent après. C'est un très correct bouquin pour adolescents. C'est un peu du chair de poule parfois, mais c'est plutôt correct en vrai. Moi personnellement j'ai pas aimé, mais c'est mes sensibilités personnelles, je sais que c'est plutôt correct. Le problème de créer un bouquin de ce type, c'est que tu dois raconter une histoire linéaire, rythmée et compréhensible. Et que pour faire ça, en général, t'as tendance à donner des noms à des personnages, les mettre dans des villes qui ont un nom et qui sont situées quelque part dans le monde, etc. etc. Je vais pas vous inventer le concept du mot histoire, je pense que vous avez deviné ça quand vous aviez environ 1 an et demi. Mais donner des noms à des personnages, ça implique de bousiller de nombreux mystères dans ce qui était jusque-là une histoire floue, étalée dans des jeux par des détails difficiles à interpréter. Donc maintenant, ce truc-là, ce n'est plus Purple Guy, un meurtrier mystérieux, il s'agit de William Afton, le fondateur de Fredbear Family Diner et Freddy Fazbear Pizza, restaurant qu'il a cofondé avec un mec appelé Henry, et ces restaurants ont été créés dans la ville de Hurricane, dans l'Utah. Donc on a toutes les infos. Voilà. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est le moment où j'ai un peu lâché, j'avoue. Pour moi, ça a ruiné tout le mystère de la série et son flou dans lequel progressait l'histoire. Mais heureusement, on a de la chance. Un jour après la publication du bouquin, Scott précise que l'histoire racontée par les bouquins n'a rien à voir avec l'histoire des jeux. C'est juste 2 timelines différentes. Ouf, ça alors, on l'a échappé belle. Sauf qu'il dit aussi que des éléments entre les timelines sont communs. Et spoiler, le truc de William Afton, fondateur du restaurant qui est le tueur principal de la série, ça va rester. En bref, ce premier bouquin est une petite tentative sympa, pas trop prise de risque, mais c'est un petit bouquin isolé quoi, ça fonctionne. J'ai trouvé le 1, 2, 3, 4 là sur Amazon à 30 balles. Sauf que c'est pas le seul livre FNAF en fait. Je sais pas si vous les voyez. Merde. Je vais allumer la lumière. Bah ouais, là j'ai une... Oh merde. Ça fait beaucoup Et c'est pas tout, figurez-vous. Ça, Voilà. Parce que selon une liste que j'ai pu trouver sur internet, si on compile un peu toutes les versions différentes qui ont été faites des livres, il y en a en tout 42. Quoi ? J'ai pas le temps, je peux pas, j'ai pas aimé le premier, je vais pas aimer le deuxième, je vais pas aimer le troisième. Il y a la trilogie originale, commencée par The Silver Eyes, la version en roman graphique, des séries de nouvelles à la chair de poule appelées Fazbear Frights qui sont cette fois-ci dans le canon de l'histoire des jeux, leur adaptation en BD, des guides parfois sévèrement incomplets et plein de mauvaises informations, des bouquins de promo pour des films, des livres dont vous êtes le héros, je peux pas, pitié, je m'en branle. Je suis persuadé qu'ils sont bien,
peut-être. C'est pas pour moi. Personne me demande de les lire. Je sais pas pourquoi je réagis comme ça. Je pense que c'est parce que là, ça fait longtemps quand même. Le pire vraiment, c'est les bouquins Fazbear Fright. Il y en a qui sont passables, mais il y en a qui sont parfois trop chelous. Genre celui-ci là, appelé In the Flesh, où on a quand même canoniquement un animatronique qui fait tomber enceint quelqu'un. Évidemment, rien de sexuellement explicite, mais c'est plutôt la manière d'écrire qui a donné l'impression à beaucoup de lecteurs de lire une fanfic softcore M-Preg tout droit sortie d'AO3. Moi, ça m'a juste beaucoup fait rire. Ces bouquins, ils vont causer beaucoup de problèmes dans le futur, et ils sont en partie un peu responsables de la relative chute de FNAF par la suite. Pour l'instant, et vous le comprenez peut-être au fur et à mesure, c'est surtout qu'il contribue à une surcharge qui se faisait de plus en plus apparente. Il y a trop de contenu FNAF. À l'époque, c'est partout sur YouTube. Genre tout le monde en parle tout le temps, Ouais, c'est incessant et le public devient de plus en plus jeune. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière de se dégoûter définitivement de FNAF qu'en lisant tous ces bouquins à la suite. Ce qui, je pense, est une expérience qui n'est conseillée par personne. Voilà. Encore une fois, je dis pas qu'ils sont mauvais, hein. C'est juste que les uns à la suite des autres, c'est trop. Quelques temps après la sortie du premier bouquin et l'annonce que des suites arriveraient bientôt, il y a eu des annonces sur le site fnafworld.com sur l'update du jeu qui était prévu pour bientôt. FNAF World était de base censé être un jeu régulièrement mis à jour, mais cette mise à jour a été annoncée comme étant la dernière que le jeu recevrait, étant donné la réaction négative qu'il a pu recevoir. Pour vous rappeler, à ce stade, FNAF 5 avait été annoncé comme un projet qui n'aurait jamais lieu. FNAF 4 était la fin de l'histoire, 4 jeux, une histoire. Donc, quand le 18 février sur le site Scott Games, les gens ont pu voir cette image avec des lignes verticales, ça a fait se poser moult questions chez les joueurs. Scott allait peut-être faire un nouveau jeu, en dehors de FNAF. Peut-être une suite à The Desolate Hope, qui commençait de plus en plus à être applaudi comme son meilleur jeu par certains. Puis quelques temps après, une lettre va apparaître sur le site. Un I. Ensuite un autre I, ensuite un O et un A. Et bon, au bout d'un moment, comme personne n'arrivait à comprendre ce qu'il faisait avec ces lettres, il a juste révélé le poteau rose. Five Nights at Freddy's, Sister Location. C'est FNAF 5. Il a dit qu'il ferait pas Five Nights at Freddy's 5. Il a pas menti, le jeu a juste un autre nom. Donc c'est reparti pour de la hype pour un nouveau jeu. La plupart de la communauté était aux anges, mais la plupart des gens qui étaient là depuis le début étaient pas fans de la news. C'est quand même la 3e fois qu'il fait le coup du c'est fini, mais en fait non. D'abord, première chose, les gens vont faire le lien entre le nom Sister Location et l'appel de Fun Guy dans FNAF 3. Une Sister Location, ou plutôt une Sister Company, c'est une société sœur, une entreprise affiliée à une autre. Donc le jeu ne parlera pas d'un restaurant Freddy's, mais d'un autre business à côté lié à celui-ci. Ensuite, ce serait un lieu où il y aurait eu un problème avec les costumes à Springlocks suffisant pour amener un changement de régulation globale dans tous les restaurants. Ensuite, la réaction du public a été un peu plus positive. Après l'énorme controverse autour de FNAF World, un retour à un jeu plus classique, le tout plusieurs mois après le précédent jeu, semblant indiquer que celui-ci allait prendre plus de temps à développer, c'était vraiment bon signe pour certains. Sinon, il y avait quand même pas mal de gens exaspérés, dont moi, mais bon, fallait s'y attendre. Le 13 mai, une update massive de FNAF World, et la dernière que le jeu connaîtra, est postée par Scott Cawthon. Et cette update, on va se pencher dessus un peu car il y a beaucoup d'éléments importants dedans. D'abord, on peut voir Scott décider de prendre avec légèreté l'échec du jeu. L'update ajoute un Fredbear juste ici qui vous accueille dans l'update avant de faire ça. Ok, ça te va si on arrête de dire des conneries? Je veux dire, qu'est-ce que tu fais là? Y a rien de nouveau à voir ici. Le jeu a bidé, fin de l'histoire. Je te recommande de quitter le jeu et de trouver un petit jeu indé d'horreur sympa, fais-toi un chocolat chaud, je m'en fous. Je trouve que pour le coup, pour une fois, ce genre d'humour, ça marche bien. Le jeu continue d'être self-aware en expliquant que Scott a commencé à devenir fou à cause de l'échec du jeu et il te révèle un accès caché vers une partie du jeu avec un thème un peu Halloween, dans lequel des personnages surpuissants sont cachés dans des mini-jeux, ou comme le jeu le dit si bien, leur code a été recyclé pour faire des spin-offs. Donc dans cette update, vous avez accès à une nouvelle zone avec des tonnes de mini-jeux qui sont tous des références à d'autres trucs ou des blagues. Genre, il y a une parodie des jeux creepypasta comme Sonic.exe, un rage game horriblement difficile, une parodie de Star Fox et une parodie de jeu Metroidvania avec le mini-jeu Freddy in Space, qui est également une directe référence aux critiques sur Scott et le fait qu'il crée des jeux à une vitesse de fou furieux étant donné que le jeu est appelé FNAF 57 et qu'à la fin, on se bat contre, lui. Un truc par contre qui a pas mal divisé les gens, c'est la présence de doublage professionnel. Holy crap, is that my voice? Voice acting? No! He's gone too far this time! You need to shut this game down! Le jeu parle beaucoup, d'un coup, et c'est super déstabilisant pour le coup. Surtout que les comédiens de doublage en question, ils sont pros, et il y en a même qui ont un CV assez impressionnant. Et le jeu a l'air également de s'attendre à cette réaction des joueurs qui ont l'air de pas savoir s'ils apprécient ou pas. 2 mini-jeux différents ont des blagues sur le fait que le doublage est désagréable. Le premier c'est ça.
Ça dure longtemps et c'est très désagréable, mais bon, il y a des gens qui ont trouvé ça très drôle. Et le deuxième, c'est dans le mini-jeu impossible Chica's Magic Rainbow, où un bouton pour mute la voix de l'arc-en-ciel qui t'insulte pendant toute la game cause ça. Voices off, you say? Well, now you've really pissed me off! Très étrange tout ça, mais définitivement, pour l'instant, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis dans cette update. Le tout a été fait pour un fanservice qui va beaucoup plaire aux joueurs. Après avoir débloqué tous les personnages les plus forts, vous pouvez vous battre contre le dernier boss du jeu, extrêmement difficile, le retour de Chica's Magic Rainbow, et quand vous gagnez ce combat, il se passe un truc surprenant. That is me coming to your house! On est de retour sur cet écran. Je suis impressionné. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas que je suis occupé? Tu as désactivé mes jeux? Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je ne veux pas décevoir les gens, mais je ne vais pas bien dans ma tête. J'ai créé quelque chose d'horrible. Son nom est Baby. C'est trop tard pour la désactiver. Je suis désolé. Screamer. The show will begin momentarily. Everyone, please stay in your seats. Ils sont sur scène, genre. L'intrigue, elle donne envie, en vrai. Hein? Il est mort. Après ça, fondu au noir et à suivre. Bon, concrètement, cette update, c'est une promo pour le prochain jeu. Bref, retournons à la promo de Sister Location. Quelques jours plus tard, on a eu le droit à plusieurs images sur le site de Scott montrant des animatroniques. Bon, attends, non, là, c'est plus des animatroniques en vrai, là, c'est juste des robots, je suis désolé. Donc, oui, ils nous montrent des nouveaux designs de robots que tout le monde trouvait sympathiques, même si j'avoue que j'ai jamais été fan de l'esthétique circassienne, c'est un peu un truc personnel. Quelques temps après, Scott poste un trailer sur sa chaîne, et ce trailer, qui même s'il ne révèle pas tant que ça, autre que les nouveaux designs, a généré une quantité de hype significative. Que les nouveaux designs a généré une quantité de hype significative, bizarrement plus forte encore que pour les précédents jeux. Une majorité de Un cette truc qu'il faut que je fasse, c'est aussi faire des reacts à tous les trailers de DBD, de Dead by Daylight, je promets au dernier, tu vois. hype venait de la surprise que c'était pour le grand public et pour les fans. J'avais déjà quand même, il me semble, dès cette impression du trailer, que ça avait l'air plus joli, plus bossé, plus... peut-être plus de Est-ce que moyens la changé le moteur derrière. graphique, je Du pense, voice non acting autre que lui-même. Je me disais que ça part sur un autre truc, tu vois, ça va partir sur de nouvelles bases. Je vais aller très très vite sur cette promotion. Je vais beaucoup moins passer de temps dessus, quoi. Les images sur le site de Scott sortaient régulièrement, avec des indices sur le gameplay ou les personnages du jeu, comme d'habitude. Il y a notamment eu une idée intéressante de Scott lorsqu'il a annoncé l'annulation du jeu à cause de fuites, sauf qu'en réalité c'était une petite blague. En fait, si tu augmentes la luminosité, on peut lire un article de journal sur l'annulation de l'ouverture d'un restaurant appelé Circus Baby's Pizza World à cause de fuites de gaz. C'est une idée assez maligne qui en plus donne des indices sur le lore. C'est également une période où on a pu voir que la communauté de fans de FNAF était parfois sacrément zinzin, quand une des théories les plus populaires à l'époque était que les robots qu'on voyait dans Sister Location étaient en fait des robots de prostitution, avec comme principal argument qu'il y avait un agenda de location à l'intérieur du code source du site. C'est pas une blague, ils ont vraiment pensé ça. Scott va également annoncer sur Steam que la sortie du jeu serait décalée par celui-ci car il était trop flippant et dark. Vous vous en doutez, c'était un moyen pour que les gens téléchargent un jeu troll qui est en fait, comme celui de FNAF 3, un vieux jeu de Scott retexturé. Le 1er août, la page Steam du jeu est créée et la date de sortie est également annoncée pour le 7 octobre. Date qu'il va, pour à peu près la première fois de sa carrière, respecter contre toute attente, alors qu'on pensait que c'était terminé. Le nouveau jeu Five Nights at Freddy's était disponible. Pas forcément linéaire, mais un truc avec une histoire, tu vois, peut-être avec des choix. Tu sais, c'est, je sais pas... T'as 3 choix chaque fois. Avec ce jeu, la vidéo va à nouveau prendre un tournant. Jusque-là, je vous ai quasiment tout raconté à propos des jeux. Leur histoire, leur anticipation et leur place dans l'histoire de la franchise et dans le lore. À partir de ce jeu, dont je vais parler un moment, je vais aller beaucoup plus vite. Les jeux FNAF, c'est des jeux que je trouve intéressants. Il y en a que j'adore, il y en a où je suis assez neutre, il y en a que je déteste. Et en l'occurrence, je déteste Sister Location. Ah, ok. Je suis désolé, je sais que c'est une opinion impopulaire, je suis vraiment désolé. Ça a été le point de rupture pour moi, et pour certaines personnes qui étaient fans de la licence. Il représente à mon avis un majeur dérapage dans la franchise. Et pourtant, je pense pas que ce soit un mauvais jeu. Juste, c'est tout ce que je voulais pas voir arriver à cette licence. Et en l'occurrence, un gros problème de ce jeu arrive dans ses 40 premières secondes. Quand vous ouvrez le jeu pour la première fois, vous vous retrouvez en face d'une cinématique
où un homme demande à un autre de justifier des idées de design douteuses sur un robot qu'il a créé. Celui-ci répond que son robot peut danser, chanter, gonfler des ballons, etc. etc. Oh, la lumière en casse les Ce couilles. à quoi l'autre lui répond With all due respect, those aren't the design choices we were curious about, Mr. Afton. Afton. Bienvenue dans une des décisions les plus controversées de ce jeu, celle de mêler sa timeline à celle des livres. Maintenant, ce mec mystérieux dont on essaye de deviner l'identité depuis 2 ans déjà, en fait, c'est pas un mystère. C'est William Afton, fondateur de la franchise Freddy's. Et encore une fois, il y a des gens que ça n'a pas dérangé. Mais moi, ça m'a dérangé. Et je vais vous en parler une fois qu'on aura fini de parler du jeu. Quand on lance sa première partie de Sister Location, on comprend très vite que l'expérience du jeu est avant tout narrative. On est accueilli par une voix provenant de ce truc, appelé le End Unit, qui vous parle tout le temps avec un ton corporate, en vous faisant comprendre que vous avez choisi un mauvais boulot. Your new career promises challenge, intrigue, and endless janitorial opportunities. Après avoir descendu cet ascenseur, vous entrez dans une ventilation. Pendant que vous vous déplacez, End Unit vous explique qu'après la fermeture de Freddy Fazbear's Pizza, cette autre entreprise de divertissement pour enfants, qui pour l'instant n'a pas de nom, a pris sa place. On apprend que le travail de cette entreprise est de mettre des robots en location pour des fêtes privées ayant lieu durant la journée. Notre travail, c'est de venir pendant la nuit et de s'assurer qu'ils soient opérationnels pour le lendemain matin. Après avoir franchi la ventilation, on se retrouve dans une pièce appelée le module de contrôle primaire. On nous demande d'abord de vérifier si le robot appelé Ballora, à notre gauche, est opérationnel. On utilise alors le bouton bleu pour allumer la lumière. Il n'y a rien. Uh-oh. It looks like Ballora doesn't feel like dancing. Let's give her some motivation. Press the red button now to administer a controlled shock. Juste après ça, Ballora est à nouveau en marche. Ensuite, on se tourne à droite pour s'occuper d'un robot appelé Funtime Foxy. On utilise la lumière, on administre un choc, ça marche pas, on réitère et après ça, tout fonctionne. Ensuite, on nous demande d'aller dans la ventilation en face de nous pour aller à un autre module de contrôle. Celui-ci est destiné à un autre robot appelé Circus Baby. Rebelote, on utilise la lumière, puis un choc, puis un autre, puis encore un autre. Et malgré le fait que rien n'apparaisse devant nous, End Unit a l'air quand même convaincu. Great job, Circus Baby. We knew we could count on you. Ce qui nous permet de comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche avec celui-ci. Après ça, on a terminé notre travail et on peut sortir en utilisant la ventilation derrière nous. Après ce petit moment de flip, c'est la fin de la première nuit. En vrai, c'est sympa, hein ? Le jeu a l'air de se passer dans une sorte de complexe souterrain dans lequel on peut se déplacer librement et dans lequel il semble y avoir moult possibilités. C'est sympa. Entre la nuit 1 et la nuit 2, on peut voir une cinématique où notre personnage rentre chez lui et mange du popcorn devant un feuilleton télé. C'est sympa, c'est charmant, la blague est drôle. Pour l'instant, le jeu s'en sort bien. Alors qu'est-ce que j'aime pas avec ce jeu ? On va y venir. Allons un peu plus vite, la nuit 2 commence. End Unit décide de changer de voix en prenant celle d'un adolescent emo. Pourquoi ? Parce que Scott trouve ça rigolo, et en vrai, c'est un peu rigolo, ça va, même si moi ça a tendance à me saouler de cut son ambiance comme ça, je comprends pas pourquoi. Vous vérifiez les 2 animatroniques comme la première fois. On va chercher Baby, qui, la nuit dernière, avait refusé de bouger, je vous rappelle. Puis l'électricité commence à bugger. Let's try another controlled shock. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. End Unit décide donc de redémarrer l'électricité, déconnectant pendant un moment les systèmes de sécurité. L'électricité s'arrête et une voix féminine se met à nous parler. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario. Et bon, elle parle pendant un petit moment et nous explique qu'on est en danger et nous conseille d'aller sous un bureau. S'ensuit un mini-jeu où on doit maintenir cette porte fermée, ce qui est assez simple mais plutôt stressant, donc ça marche plutôt bien. Après ça, la voix féminine qui nous parle, on comprend être assez vite celle de Baby, étant donné qu'elle est dans la pièce juste en face de nous, juste séparée par une vitre, et nous explique que le End Unit s'apprête à nous demander d'aller dans la pièce où il y a le robot Ballora, et nous donne des instructions pour ne pas mourir. Je ne vais pas continuer la nuit en question, mais vous devez peut-être comprendre un premier défaut du jeu. Le jeu passe son temps à te dire quoi faire. Tout le temps. C'est tout le temps. Appuie sur ce bouton, tu ne peux pas le faire tant qu'on te l'a pas dit, et une fois que c'est fait, tu peux le faire. Le jeu est sur des rails. T'as aucune liberté. C'est une expérience strictement linéaire. C'est pas nécessairement un problème si le jeu ne te demandait pas constamment, dans cette linéarité, d'attendre des plombes que les personnages finissent leur dialogue. Ce jeu te parle tout le temps, c'est infernal. Tous les robots du jeu quasiment ont une voix. Et pour le cas par exemple de l'animatronique Funtime Freddy, dont on doit s'occuper plus tard dans cette 2e nuit, il a une voix que je trouve hyper cartoon.
Ça me sort complètement de l'ambiance. On n'est plus dans une ambiance étrangement silencieuse et angoissante à cause de son immobilité. On est dans un jeu avec un potentiel d'ambiance fort qui a constamment du bavardage par-dessus. Ça me sort du truc, c'est horrible. Le deuxième gros problème du jeu, il se réveille lorsque tu y rejoues. Par exemple, un moment qui a assez bien marché sur moi la première fois que j'ai joué à ce jeu, c'est la galerie de Ballora, où il faut s'arrêter net dès qu'on entend la musique qu'elle émet. Coucou les Congolais. Oula. Il faut écouter attentivement alors qu'on est dans une énorme pièce. C'est assez tendu et efficace, les bruits sont très fins et l'ambiance est extrêmement bien fichue. À un moment, il finit même d'ailleurs par se passer ça. Ah, droite. Ballora passe juste en face de nous. C'est glauque, ça te met en stress, j'aime bien. Eh bien, le problème de ce passage, c'est que ce moment-là est entièrement scripté. Il arrivera systématiquement, chaque fois, au même endroit. Pareil pour les ventilations, vous n'êtes jamais en danger dedans. S'il y a des bruits à certains moments, ce sera toujours au même endroit. Et pourtant, l'atmosphère du jeu avait un potentiel de fou furieux. Si je suis pas trop fan de la DA un peu science-fiction mélangée avec du cirque, il y a plein de choses brillantes qui sont présentes partout dans le jeu. D'abord, graphiquement, je trouve ça assez impressionnant en vrai. Scott a fait tout ça tout seul, et j'avoue que c'est stylé, ça montre une connaissance de son logiciel qu'il a poussé dans ses derniers retranchements. Également, il y a de nombreuses idées d'un point de vue audio que j'aime beaucoup. Par exemple, le jeu possède un bruit de fond surprenamment aigu pendant toutes ses portions les plus tendues. Ce bruit, on le remarque pas. Inconsciemment, il crée une ambiance tendue et malaisante en fatiguant l'oreille. C'est déstabilisant et c'est assez osé comme décision. J'aime vraiment beaucoup cette idée. Il y a également plusieurs moments où on nous demande d'effectuer des tâches alors qu'on est situé juste en face d'un immense robot désactivé. Pendant les premières parties, cette mise en scène est diablement efficace. On se sent en danger et le moindre truc peut te faire sursauter. Sa mère la pute. Le problème, c'est que cette atmosphère forte ne suffit pas à cacher la pauvreté des mini-jeux que tu enchaînes chaque nuit. Ce sont des mini-jeux assez mal designés, aux mécaniques simples et pourtant parfois incompréhensibles, et à la difficulté gonflée de manière complètement artificielle. Je pense notamment à la 4e nuit où vous êtes piégé dans un costume à Springlocks que vous devez remonter alors que des mini-robots appelés des mini-rinas grimpent sur toi. Pour les faire fuir, il faut secouer sa tête, ce qui dessert les Springlocks. Il faut donc essayer de secouer sa tête le moins possible, s'exposant en danger pour ne pas mourir lacéré par le mécanisme du costume. Le concept est sympa, mais c'est beaucoup trop dur et punitif. Au point que Scott a dû sortir une update du jeu le lendemain de la sortie, tellement personne n'y arrivait. Le mini-jeu est particulièrement détesté par la communauté à cause de sa difficulté majoritairement basée sur de la chance, étant donné qu'elle dépend de la position aléatoire des Springlocks au tout début de la partie, et aussi à cause d'un autre problème du jeu, les checkpoints. Quand tu meurs dans le jeu, t'es régulièrement ramené très loin en arrière. Ce qui fait que, systématiquement, tu dois te taper plusieurs dizaines de minutes de dialogue interminables avant de pouvoir réessayer ton mini-jeu. Ce qui a tendance à très vite taper sur les nerfs. Ces mini-jeux seraient également plus simples si la maniabilité du jeu n'était pas aussi difficile. C'est impossible à expliquer à voix haute. Il faut l'avoir en main pour le comprendre, mais la souris du jeu agit trop bizarrement. Elle va à la fois trop vite et pas assez, et c'est impossible d'être précis. Elle a une sensibilité différente sur l'axe X et sur l'axe Y. Donc, quand on vous demande d'entrer un code sur un clavier numérique avec une marge d'erreur minuscule et que le clavier est de cette taille, c'est impossible. 1, 5. C'est très frustrant comme nuit, c'est horrible, j'aime pas. Cette partie-là m'est particulièrement désagréable car le jeu possède une fin secrète qui mène à un mini-jeu d'une difficulté immense. Et bien à chaque fois que tu perds ce mini-jeu secret, ton checkpoint se trouve ici. Et si tu veux réessayer le mini-jeu, tu dois traverser ce couloir, refaire le truc avec le clavier, retourner sur tes pas et c'est bon, tu peux réessayer. Ça dure 2 minutes 10. Et quand à cause de la sensibilité chelou de la souris, tu meurs 3 fois de suite sur un putain de digicode, ça a tendance à vraiment te faire péter un câble. Je suis désolé, je suis hyper prompt de ça doit être horrible. Je pense que ce jeu a été fait de cette manière pour réagir à un sentiment grandissant que la saga devait changer de formule. Que le format des 5 nuits avec un gameplay de plus en plus difficile était maintenant éculé. If you play the first 3 games, you're practically immune to the jump scares by now. Okay. The thing is, like, everyone wants me to play this game to get scared, but after 4 games, I don't know what to tell you. Je comprends donc la décision, mais je suis pas sûr de savoir si cette manière de faire était vraiment une bonne idée. Ce qui est génial avec les 4 premiers jeux, c'est que la difficulté augmente au fur et à mesure qu'on se familiarise avec le gameplay et la mécanique. On apprend à apprivoiser l'architecture du jeu et on devient donc un meilleur joueur. Ici, chaque mini-jeu est extrêmement simple. On ne peut pas s'améliorer au jeu car celui-ci change tout le temps de gameplay et généralement on gagne les mini-jeux non pas quand on devient bon,
mais quand on comprend leur fonctionnement. C'est pas nécessairement le signe que le jeu est mauvais, c'est juste un autre type de gameplay. Le jeu m'avait presque plu la première fois que j'y ai joué. C'est quand j'ai dû y revenir en boucle que j'ai compris que c'était le jeu avec le moins de rejouabilité de la licence. Celui-ci est designé pour une première impression forte, designé pour que les gens le découvrant dans des let's play l'aiment. C'est presque un film interactif, ça peut avoir son intérêt, mais moi ça m'a fortement déplu. C'est un film interactif avec des mini-jeux chiants parce qu'ils sont mal réglés. Et il y a même des trucs que là, moi j'ai trouvé par contre aberrants en termes de game design. Une fois que tu connais l'histoire finalement et que tu t'es déjà énervé, y revenir te fait pas forcément envie. Maintenant, oui je sais, j'ai changé de lumière. Le jeu étant narratif, on peut espérer que l'histoire qu'il nous raconte est sympa. Si vous êtes venu sur cette vidéo pour que je vous raconte le lore de FNAF en entier, vous allez peut-être être un peu déçu. Je vais aller très vite sur l'histoire de Sister Location et sur l'histoire des jeux après cet opus, car c'est le moment où l'ambiance change complètement pour aller dans un délire qui a parlé à beaucoup moins de monde, dont moi en fait. Et pourtant, quand on commence à décoder le truc, franchement ça a l'air stylé. Alors, dans le jeu, on joue un employé qui doit faire de la maintenance dans les sous-sols de l'entreprise Circus Baby Entertainment and Rentals, une entreprise affiliée à Freddy's qui fait de la location de robots pour des fêtes privées. Cette entreprise, comme l'indique la cinématique du début du jeu et beaucoup d'autres éléments dans le jeu, appartient à William Afton, le Purple Guy. Et en gros, c'est lui qui design les robots. Le truc que je vous ai pas dit, c'est qu'entre chaque nuit, on peut entendre une voix de très jeune fille. Celle-ci s'adresse à son père en lui demandant pourquoi elle ne peut pas jouer avec Circus Baby avec insistance. Elle insiste, demande pourquoi les autres enfants ont le droit, précise que ce robot a été fait pour elle. Le seul audio différent, c'est celui de la 5e nuit, où on entend juste. Cet audio fait référence à un événement qui est l'élément déclencheur du jeu. Quand on meurt dans Sister Location, on a une petite chance d'avoir accès à un mini-jeu secret. C'est un jeu de plateforme avec un timer où on joue Circus Baby. Celui-ci possède une fin secrète, qui est archi dure à obtenir. J'ai sincèrement galéré au moins 1 ou 2 heures. Quand on atteint cette fin secrète, on finit par poser une glace sur le sol, puis on voit une jeune fille s'approcher et... On comprend donc que la fille de William Afton est morte de cette manière, tuée par un mécanisme de Baby. On peut le confirmer également avec un easter egg où on peut entendre Baby nous raconter une histoire lors de la 3e nuit, où elle nous raconte une fête où à un moment son estomac s'est ouvert et où elle a tué une jeune fille. My stomach opened, and there was ice cream. I couldn't move, at least, not until she stepped closer. There was screaming for a moment, but only for a moment. I still hear her sometimes. Quand on gagne le jeu, on a accès à un menu de bonus. Dans celui-ci, on trouve des plans de chaque animatronique. On peut voir dans ceci que ces robots sont en réalité colossaux, qu'ils font parfois plus de 2 mètres et qu'ils auraient visiblement des enfants piégés à l'intérieur de leur mécanisme. Ils ont donc été designés pour ça. Kidnapper des gosses. C'est quelque chose qui semble également être insinué dans ce bouquin-là, voilà, The Twisted Ones, le 2e bouquin de la saga. C'est donc pour ça que William Afton a demandé à sa fille de ne pas s'en approcher, parce qu'il savait ce qui allait se passer. Celle-ci a fini un jour par désobéir à son père, ce qui a mené inévitablement à sa mort. On va en reparler maintenant. Que se passe-t-il dans le jeu ? Au cours des nuits qu'on passe en tant qu'employé, on comprend que tout ne se passe pas comme prévu. Il y a de nombreux dysfonctionnements avec les animatroniques, ils n'agissent pas correctement, c'est quelque chose que Baby nous indique, et elle a l'air, au premier abord, de vouloir nous aider à ne pas mourir. Au cours de la 3e nuit, après avoir effectué de la maintenance sur Funtime Freddy, en revenant sur nos pas, on se fait attraper par Funtime Foxy. On commence la 4e nuit enfermé dans un costume. Baby nous conseille d'être silencieux, nous explique que des employés nous cherchent, qu'elle nous a kidnappés et qu'on a passé notre temps inconscient dans le costume. Elle précise qu'elle va pas nous faire du mal et qu'on est dans une pièce secrète du lieu. On est dans la Scooping Room, une pièce dans laquelle on trouve un truc appelé le scooper. Littéralement, en français, le nom qu'on donne aux cuillères pour faire des boules de glace. On entend un bruit dans le bâtiment et on peut entendre en fond 2 techniciens parler entre eux et expliquer qu'il y a encore eu des problèmes avec une des mascottes et qu'ils lancent une procédure automatisée. On voit Ballora arriver devant nous, transportée par un tapis roulant, et Baby nous fait un discours interminable sur le fait qu'elle a constamment fait semblant pendant toute son existence. Et on apprend juste après à quoi sert le scooper. Après ça, Baby ouvre les plaques couvrant notre visage pour que les employés nous trouvent sur les caméras de surveillance et on finit par être sauvés. Le lendemain, on revient au boulot et quand on utilise les lumières comme au début de chaque nuit, on comprend ce qui est arrivé aux techniciens de la veille. On va dans l'auditorium Funtime, comme la 3e nuit, qui est sur notre droite, et si d'habitude il y avait un mini-jeu où on devait éviter Foxy, cette fois-ci, il n'est pas là. On arrive devant Circus Baby, elle désactive notre end unit et nous demande de prendre ce petit appareil qui lui permet de nous parler, même si elle n'est pas dans la pièce avec nous. Now, press the green button to your left.
This will send me to the scooping room. On revient sur nos pas et maintenant direction la pièce du scooper. Sur notre chemin, on est poursuivi par l'endosquelette de Ballora. On est donc guidé dans le noir uniquement par la voix de Baby qui essaye de nous amener sains et saufs dans la pièce du scooper, ce qui amène d'ailleurs à un des moments les plus efficaces du jeu en termes d'horreur, je trouve. Stop. She is right in front of you. Don't move. On se retrouve ensuite en face du scooper et on apprend tout de suite le plot twist du jeu. You are in the scooping room now. Depuis le début, Baby faisait semblant de nous aider, pour avoir notre confiance. En réalité, elle a volontairement amené chaque animatronique à se faire scooper pour les libérer de leur costume et ne laisser que leur endosquelette, créant cette sorte d'amalgame de parties de tous les animatroniques contrôlés par Baby qu'on peut voir derrière la vitre et qui est appelée Ennard. Elle explique enfin qu'elle a besoin de faire sortir chaque robot de cet endroit, mais qu'ils ne peuvent pas sortir s'ils ressemblent à une sorte de squelette mécanique. Donc, ils t'arrachent le ventre avec le scooper et rentrent à l'intérieur de toi, pour se déplacer en utilisant ton corps comme une sorte de poupée. On le comprend définitivement dans la cinématique de fin lorsque notre personnage se réveille et qu'il ouvre ses yeux mécaniques et violets. Leur plan a fonctionné. Et c'est d'ailleurs pour ça que Ennard s'appelle Ennard. C'est en fait un jeu de mots sur le mot innard, qui signifie les entrailles. En vrai, c'est sympa comme idée. C'est un peu perché, un peu gore, mais franchement, c'est plutôt sympa, ça marche bien. J'ai un peu de mal, moi, avec le côté fantôme tout-puissant qui bavarde pendant tout le jeu, mais sinon, c'est sympa. Maintenant, on va parler un peu plus des trucs qui ne vont pas trop, à mes yeux, dans les ajouts du lore de Sister Location. Tout commence avec la Custom Night du jeu. Alors, j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, car elle n'était pas incluse à la base dans le jeu, mais le jeu possède une Custom Night qui est arrivée avec une update qui est plutôt correcte, voire même plutôt très bonne en termes de gameplay, mais dans laquelle je n'arrive pas à m'investir à cause du format même de la nuit où tu choisis le niveau des animatroniques, que je trouve moins stimulant que de suivre une vraie histoire. Je sais qu'il y a des challenges et tout, etc., mais moi j'ai vraiment la flemme, ça me plaît pas. Donc cette Custom Night, pour la débloquer, il faut d'abord avoir terminé le jeu, puis avoir trouvé la bonne fin du mini-jeu avec Baby et revenir à la dernière nuit du jeu. Normalement, si vous vous rappelez, au moment où vous devez aller dans la salle avec le scooper dirigé dans le noir par Baby, vous commencez votre chemin ici sur la map du jeu. Et Baby essaye de vous amener ici. Or, dans un des mini-jeux, on a pu voir sur la map complète des sous-sols qu'il y a une pièce juste ici. Donc si on va en diagonale sur notre droite, on entre dans une pièce appelée la Private Room. Cette nuit secrète est assez sympa en termes de gameplay, mais elle constitue juste peut-être un challenge un poil trop compliqué, car perso j'ai toujours pas réussi à la finir, j'y arrive pas. Donc avec les éléments qu'on obtient dans la Custom Night et dans cette nuit secrète, on peut lentement démêler quelques éléments de lore. D'abord, lorsqu'on regarde un peu mieux cette map là, on réalise qu'elle mène à plusieurs endroits qui sont grisés, comme si ceux-ci se situaient à un étage supérieur. Or, si on regarde bien, ça c'est le restaurant et la maison du mini-jeu de la 3e nuit de FNAF 4, ça c'est la chambre de FNAF 4, et ça c'est la pièce pour le mini-jeu de Plush Trap. Donc, Sister Location se passe juste en dessous de l'intégralité du précédent jeu. Mais c'est pas tout. Pourquoi tout n'est pas dans une seule et unique maison ? En vrai. Parce que je vous rappelle qu'à la base, cette chambre-là et cette chambre-là, c'est censé être le même endroit. Donc c'est-à-dire que non seulement la chambre dans laquelle on est dans FNAF 4, c'est pas la chambre du jeune garçon, mais c'est même pas parce que ça se passe dans un rêve. C'est juste que c'est dans un autre endroit qui existe, un bâtiment qui existe. Donc tout ça, c'est pas des cauchemars. C'est un truc qui s'est passé. Donc tout le truc à propos d'être dans les rêves d'un enfant mourant qui vit dans un cauchemar perpétuel, c'était du vent. On n'est pas dans les cauchemars d'un enfant. Et on n'est même pas dans des cauchemars tout court. Est-ce que ça veut dire que du coup les animatronic nightmares ils existent ? Si c'est le cas, c'est un gros problème parce que ça ne peut pas exister ce genre de truc. Et ça c'est très probablement ce qu'on appelle un retcon. Un retcon, c'est un procédé de narration qui peut être deux choses. Soit il s'agit de redonner du contexte derrière un élément d'une histoire déjà établie pour changer son sens rétroactivement, une réécriture des événements pour éviter des incohérences, soit il s'agit d'une suppression pure et simple d'un élément du passé dans une œuvre. Un truc dont on arrête de parler et qu'on essaye d'oublier. Les retcons, c'est assez grossier. Ça montre que t'as pas une idée claire de ce que tu veux faire de ton histoire et que t'essayes de la créer en fonction des réactions de ton public. Ici, c'est clairement les deux choses qui se passent en même temps. Scott, qu'il ait prévu ou non la théorie du rêve, a décidé de tellement vouloir détruire sa crédibilité qu'il a fini par détruire tous les éléments de son propre jeu. Par exemple, si vous regardez attentivement votre bureau dans le mini-jeu, vous pouvez voir cette superbe peluche de Fredbear, identique à celle de l'enfant dans FNAF 4. Et vous voyez dans sa main une télécommande à plusieurs boutons. Si vous insérez le code 1983 sur le digicode, année où se passe FNAF 4, vous verrez des caméras de surveillance dirigées sur la chambre de FNAF 4 et la pièce de Plush Trap, indiquant probablement que cette peluche est en réalité une caméra de surveillance, et que c'est pour ça qu'elle semble suivre le gamin, et peut-être même que son daron lui parle avec un talkie-walkie, ce qui est une théorie de fan assez populaire.
Ensuite, il y a les éléments assez terribles qui sont ajoutés avec la Custom Night. À la fin des modes les plus difficiles, vous avez accès à une série de 7 mini-jeux. Et après avoir battu le mode le plus difficile, vous avez accès à une autre cinématique secrète. Dans ces mini-jeux, qui sont tous dans la même continuité, on voit un personnage traverser la rue alors que la population l'applaudit. Au fur et à mesure de ces mini-jeux, le personnage a l'air de plus en plus malade, sa peau devient bleue, puis violette, jusqu'à ce qu'il ressemble à un monstre. Dans le dernier de ces mini-jeux, on comprend que ce petit personnage c'est en réalité le personnage qu'on joue dans le jeu, parce qu'il vomit Ennard, qui s'échappe dans une bouche d'égout. Et là, il se passe une dinguerie. Un des trucs les plus controversés qui soit passé dans l'intégralité de la série. Il y a une voix qui dit ça, You won't die. et le cadavre juste en face de vous là You won't die. You won't die. You won't die. se lève. Donc, dans cette histoire, il y a des zombies ou à minima des histoires de résurrection. On part d'une pizzeria. Comme dit, j'avais en soi apprécié ma découverte du jeu. Et c'est après, quand tu essayes de fouiller, justement, quand tu essayes de comprendre vraiment ce que ça essayait de raconter, machin, que là, je me suis vraiment mis à le détester, hein, malheureusement. Hein. Le pire, c'est que la cinématique secrète de fin du jeu enfonce le clou. Dans celle-ci, on apprend que le personnage qu'on joue s'appelle Michael, qu'il est le fils de William Afton et qu'il est allé dans les souterrains à la base à la demande de son père. Or, comme on sait que cet endroit appartient à William Afton et donc au meurtrier de la série et que celui-ci possède des caméras pour suivre l'enfant dans FNAF 4, ça veut dire que dans ce jeu, on joue 7 enfants. Après qu'il ait grandi, bien sûr. I should be dead, but I'm not. Or, si on regarde sur N-Unit, on remarque qu'il y a un petit papier avec écrit Mike, et la fin de la cinématique dit ceci. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. Or, je vous rappelle que le perso qu'on joue dans FNAF 1 s'appelle Mike Schmidt. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Donc si on remet les pièces dans l'ordre, ce mec-là, oui, ce mec-là, c'est Michael Afton. C'est le mec qu'on joue dans Sister Location. À la fin du jeu, il se transforme en zombie. Et dans FNAF 1, et ça c'est un élément qui apparemment est corroboré par les livres et qui est largement accepté comme vrai par toute la communauté, on joue un cadavre qui a décidé de trouver un job sous un faux nom pour chercher son père. C'est notamment pour ça, apparemment, qu'il se fait virer à cause de son odeur dans FNAF 1. Et son père, on le voit à la fin, dans les ruines brûlées du Fazbear Fright du 3e jeu, dans un endroit où il y a eu un bon gros incendie, quoi, on le voit revenir à la vie. Parce que, visiblement, c'est de famille. Non. Le lore, je comprends Je suis rien. désolé, mais non. Un retcon, normalement, c'est subtil. C'est un moyen de régler un petit détail dans une histoire. Là, on est en face de la reine-mère des retcons. Un des trucs les plus zinzins que j'ai pu voir. Ça touche quand même l'intégrité du jeu le plus iconique de la saga, c'est-à-dire le premier. Mais c'est pas tout. Et là, je vais quitter Sister Location pour parler d'éléments qu'on sait grâce aux livres qui ont pu être publiés après le jeu. La raison pour laquelle Michael Afton survit à la mort, c'est à cause d'un concept dans le lore de FNAF qui s'appelle le Remnant. Une substance simili-magique qui peut donner vie à des systèmes électroniques. C'est littéralement du jus paranormal que tu peux récolter, si j'ai bien compris, en butant des enfants terrorisés. Ou alors tu peux aussi le faire en faisant fondre des animatroniques qui sont hantés. Et également, dans FNAF 4, en réalité, on joue pas l'enfant qui pleure, on joue Michael Afton. Dans celui-ci, il est torturé par son père qui fait une expérience pour je ne sais pas quelle raison, j'ai pas eu le temps, et qui le fait halluciner en utilisant des petits objets qui s'appellent des disques d'hallucination. Je vais arrêter de rager là, faut qu'on parle du storytelling de Scott. Il y a un débat sur internet qui fait rage. Pour beaucoup de gens, Scott Cawthon est un très très mauvais storyteller. Il raconte mal des histoires qui sont très mal foutues. Ouais. Je ne suis pas d'accord. D'abord, j'aimerais commencer en disant que même si j'aime pas les éléments d'histoire dont je viens de parler isolément, ils ne sont pas forcément mauvais. Je ne suis pas contre, d'un point de vue conceptuel, à l'idée d'un monde avec des robots surcomplexes créés dans les années 80 qui sont infusés avec du jus de vie paranormal. Comme le dit Scott lui-même en interview, il a tendance à partir dans le domaine de la science-fiction dans ses histoires. I always kind of tend to lean sci-fi, which has actually gotten me in trouble a couple times with this franchise. You know, anytime I try to lean sci-fi, which is my natural inclination, you know, people are like, hey, whoa, this is a horror story, and then I have to somehow try to guide it back. Et Sister Location renoue dans son ambiance, son ton et son histoire avec les codes qu'il aime tant. Moi, ce qui me dérange vraiment dans Sister Location, c'est le changement drastique d'ambiance qu'il opère sur tous les aspects de son jeu par rapport au reste de la licence. Vous vous rappelez du début de cette vidéo ?
Genre quand c'était pas encore n'importe quoi. Je sais que c'était il y a longtemps, mais vous vous en rappelez? Qu'est-ce qui vous avait marqué avec l'histoire? Moi, personnellement, c'est le flou dans lequel on était. L'aspect un peu trop crime et l'esthétique des vieilles mascottes qui avaient été décrépites par le temps. Si en rétrospective, l'aspect science-fiction et paranormal était déjà présent depuis le début de la franchise, on avait encore un peu de doute et de suspension de l'incrédulité. Genre oui, clairement les animatroniques sont hantés, mais dans chaque jeu, Funguy nous décrit leur comportement comme des comportements normaux de leur intelligence artificielle. Et oui, c'est impossible que des sortes de robots de ce type existent dans les années 80, mais on peut y croire car on accepte facilement ce genre de liberté si le reste est ancré dans la réalité. Là, dès le début, on apprend que avant même FNAF 1 dans la timeline, qui est quand même un des restaurants les plus dégueulasses de la série, il existait une sorte de base secrète Star Wars dans laquelle des fantômes te parlent de vive voix constamment. Le problème de l'histoire à partir de ce moment-là pour moi, c'est donc ce changement drastique d'ambiance et le fait qu'il impose cette ambiance au reste de la franchise. Et surtout, le fait que les règles changent dans cet univers. C'est notamment ce qui a fait rage quit certaines parties très importantes de la communauté à l'époque. Funky Fwin a arrêté de faire des vidéos théories sur FNAF à l'époque et a même fini par mettre la franchise dans sa liste noire tellement l'information que FNAF avait maintenant des zombies lui était insupportable. Je n'arrive ni à l'expliquer, ni à l'exprimer autrement. Ce truc-là, c'est un zombie mort-vivant. Ce putain de zombie là. Oh là là. Oh là là. Pour moi, il est parti totalement dans un autre délire. Il commence à y avoir quand même pas mal de trucs trop invraisemblables. Moi, c'est pas du tout comme ça que je voyais FNAF. C'est pas du tout ce que je sortais de l'histoire et puis tout ça. Et là, on a pris un tournant vraiment... C'était trop invraisemblable pour une histoire qui paraissait beaucoup plus ancrée dans la réalité. Mais j'irai plus loin. Je pense que l'histoire de FNAF, depuis le début, n'est pas vraiment incroyable. Ce qui était vraiment incroyable, c'était la manière dont l'histoire était racontée. Cette manière révolutionnaire de raconter une histoire en donnant des pièces de puzzle éparpillées qui forment une image avec des trous que les fans doivent combler par déduction logique. C'était brillant. C'est principalement car Scott ne savait pas raconter une histoire de manière professionnelle et conventionnelle que l'histoire était intéressante. Beaucoup de gens disent sur internet, avec plus ou moins de mauvaise foi, que l'histoire de FNAF a été inventée par Scott en lisant des théories de FNAF entre chaque jeu, et qu'il a construit tout à partir de ces théories. Alors, certes, parfois Scott semble aller un peu dans cette direction pendant les interviews. I did not have the entire story planned out, as I know there's much debate about that on the subreddit. It's like, oh, you know, he's some kind of mad genius that had, you know, 7 games planned out from the beginning. No, I did. Mais je pense sincèrement que ce soit vrai ou non, ce n'est pas grave. L'important, c'est pas vraiment l'histoire qui est racontée, c'est le format de cette histoire. Du coup, pour moi, le vrai problème de Sister Location, c'est tout ce qui s'est passé avant en fait. Quand dans son post Steam après le 4e jeu, Scott disait que les gens n'avaient pas compris l'histoire de son jeu, je pense que ça l'a mis dans une insécurité narrative. Du coup, à partir de ce moment, et notamment car il a pu collaborer avec une autrice pour son livre qui lui a appris à raconter son histoire, il s'est mis à expliciter beaucoup plus clairement son histoire. Je pense que c'est à partir de Sister Location que Scott avait une idée claire de ce qu'il voulait dire avec ses jeux, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais. FNAF avait changé d'objectif, c'était plus une histoire de secret criminel caché par une entreprise qui avait l'air d'être une franchise extrêmement importante partout en Amérique. Finalement, c'était une histoire familiale sur un père meurtrier, patron d'un restaurant local ultra high-tech, et ça me parle moins. Je crois que je préférais l'époque où Scott Cawthon ne savait pas ce qu'il racontait. Et c'est aussi pour ça que je vais être beaucoup plus bref sur l'histoire à partir de ce moment dans la vidéo. À l'époque, Sister Location m'a sapé le moral. J'avais vraiment pas aimé la direction que Scott avait choisie. Et donc j'ai un peu abandonné ce qui se passait avec les jeux FNAF. Sister Location était une direction qui me déplaisait. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais préféré me plonger plus dans les fangames de FNAF, qui sont un game très très important sur internet. Et ceux-ci avaient tendance à avoir un gameplay plus ressemblant au premier jeu. Et ils avaient l'air d'avoir mieux compris l'esthétique qui avait fait mouche dans le premier opus. Puis lentement, je me suis désintéressé complètement. Et j'ai abandonné FNAF pendant quelques années. Mais Five Nights at Freddy's ne s'est pas arrêté ici. Et non, Sister Location a été un immense succès auprès de la communauté et FNAF était plus présent que jamais. Des bouquins, de plus en plus de merchandising dirigé principalement pour des gens plus jeunes, toujours ce projet de film, ça s'arrêtait pas. Et en vrai, j'aurais peut-être dû rester un peu plus longtemps, parce que le jeu suivant dans la chronologie est de très loin un des meilleurs de la saga. Mais d'abord, faut parler de Pizzeria Simulator. Après la sortie de Sister Location, Scott a posté plusieurs teasers assez intéressants et malins, à la fois sur son site et le site de FNAF World. Clairement, ça voulait dire que FNAF 6 approchait. Il avait notamment eu une idée intéressante lorsqu'il a décidé de montrer des captures d'écran montrant les modèles 3D de certains animatroniques de la série, où on pouvait voir, flou, caché dans l'image, des aperçus d'animatroniques qu'on n'avait jamais vus. C'était stylé. À l'époque, Scott vient d'annoncer qu'il arrêtait de bosser sur FNAF. Encore une fois.
Il explique que la montée des attentes pour les jeux de la série et le poids des demandes des joueurs commence à lui peser dessus et qu'il compte plutôt développer d'autres jeux ou alors des spin-offs. Notamment, il annonce avoir une idée pour un jeu de gestion de pizzeria. Ok, bah... C'était pas prévu, quoi. En réaction à cette annonce, la communauté sera à la fois supportive mais également un peu sceptique, voire même parfois un peu mécontente. Et on peut voir notamment dans les réponses sur le subreddit à l'époque que Scott Cawthon avait l'air de plus en plus frustré, ou alors du moins qu'il prenait de plus en plus à cœur les réactions de sa fanbase. Scott va poster un peu des news sur le film FNAF qui avait l'air vraiment d'être en enfer de production à ce moment-là, et il va finir par poster des images sur son site avec un style MS-DOS de Freddy avec... Au bout d'un moment, l'annonce d'un jeu appelé Pizzeria Simulator. La réaction fut très mitigée pour le coup, je vais pas vous le cacher, au point que Scott va se justifier sur Steam en disant que c'était clairement censé être un petit jeu fun sans beaucoup de conséquences, mais c'est vrai que les gens ont été assez refroidis face au style graphique médiocre. On aurait dit qu'il avait régressé. Et c'était encore pire après avec l'image suivante. Les gens étaient déçus. Certains priaient pour que le jeu ne soit pas juste jeter des pizzas. Bref, c'était soudainement très peu attendu comme jeu. Donc bon, le jeu sort sur Steam, indiquant que c'était pas un troll, et également sur GameJolt, pour le prix de 0€. Pizzeria Simulator est... décevant. En même temps, on peut pas vraiment s'attendre à grand chose du jeu. Tu crées ta pizza, et ensuite tu la jettes sur des enfants, en évitant les petits Freddy gris obstacles. C'est vraiment un jeu bâclé. J'avoue, je comprends pas... Attends, qu'est-ce qui se... Qu'est-ce qui se passe? What? Pause. Alors, ce jeu, c'est FNAF 6. Voilà, gratuit, pour 0€. Et c'est également le jeu le plus complet que Scott ait réalisé dans l'univers de FNAF. Et c'est également un des meilleurs jeux de la saga. L'idée de baiter les gens avec un troll game pour finalement leur offrir cette mise en scène, je trouve ça incroyable. Ce long fondu vers cette pièce orangeâtre et étouffante où on se retrouve en face de Baby dans un état complètement détruit, c'est vraiment très stylé. On est accueilli dans le jeu par une voix émanant d'une cassette qui nous explique ce qu'on est censé faire pour tester les fonctionnalités de vieux animatroniques. The purpose of this tape is to test automated response times and reactions from vintage interactive attractions following audio stimuli. Pour ce faire, on doit jouer la cassette, qui teste la réaction de la machine en face de nous à plusieurs stimuli audio. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Juste après avoir joué ces sons, on doit marquer sur une feuille si on a vu quelque chose se passer. La tension dans ce petit segment est remarquable, et cette première section se termine comme ça. Begin audio prompt in 3, 2, 1. Et après ça, on a accès au vrai jeu Pizzeria Simulator. Dans ce jeu, vous jouez un nouveau gérant d'un restaurant Freddy's franchisé. Votre objectif est de faire prospérer votre restaurant pendant 5 jours jusqu'à la grande fête prévue pour le samedi, comme vous l'indique la cinématique d'intro du jeu avec le ton corporate ironique typique de FNAF. Ce jeu fonctionne selon une boucle de jeu assez simple. Pendant la nuit, vous devez acheter des décorations pour votre restaurant, acheter des attractions et designer votre restaurant. Vous pouvez également, et c'est la majeure partie de votre gameplay durant ces phases-là, jouer aux attractions que vous avez placées et gagner de l'argent en fonction du score que vous obtenez, qui vous permet d'acheter de meilleurs éléments, blablabla, vous comprenez. Après cette phase-là, qui est dans une ambiance plutôt calme et amateur, vous pouvez appuyer sur Finished et avoir accès à la partie de jour. Dans cette partie, vous êtes situé juste en dessous du restaurant et vous devez, à partir de ce terminal, commander, imprimer et réparer des trucs. Vous êtes situé sur une map ressemblant à ça. Et vous devez vérifier régulièrement s'il n'y a pas quelque chose qui se cache dans les ventilations adjacentes. Vous disposez d'un détecteur de mouvement, d'un truc qui joue un audio dans une des pièces autour de vous, ou alors de la ventilation silencieuse permettant de faire moins de bruit et également de mieux entendre autour de vous. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul de ces outils à la fois. Et donc tout ce que vous pouvez faire, c'est d'effectuer vos tâches. Si jamais vous entendez un bruit dans une des ventilations, des bruits très peu audibles qui sont situés dans le canal droit ou gauche de votre casque, il faut mettre votre lampe torche directement contre la ventilation. Sauf que pour être sûr d'être sans danger, vous devez couper votre ordinateur ou alors couper la ventilation. Sauf que soit vous ne pouvez plus faire vos tâches, soit la température monte.
Je trouve le gameplay de cette partie assez difficile à déchiffrer et même à expliquer. Mais c'est une des seules fois où j'ai terminé un jeu FNAF sans être exactement sûr de comment celui-ci fonctionnait. Et ça a créé des moments de tension et d'angoisse parmi les plus forts que j'ai pu avoir dans cette franchise. Une fois cette première journée passée, vous avez à nouveau un passage dans cette pièce où vous devez tester un animatronique. Et on comprend vite que ceci se retrouve, dans l'histoire du jeu, par hasard sur l'allée à l'arrière du restaurant à la fin de chaque journée de travail. Et donc, à chaque fois qu'on en récolte un, on nous propose soit de le récupérer, soit de l'abandonner. Le récupérer donne une quantité d'argent significative, mais ça fait qu'il se retrouve dans nos ventilations lors de la prochaine journée et qu'il faut lui faire tester différents audios. Sauf que maintenant, quand tu fais ça, ils réagissent. Et tu dois faire attention à bien le taser s'il bouge, sinon tu risques une très mauvaise surprise. Et ainsi de suite, le cycle se répète jour après jour. On améliore le restaurant, on joue au mini-jeu, on gagne de l'argent, puis on doit se défendre pendant la journée. On récupère un nouvel animatronique et on a un bilan de la journée après coup où on apprend combien d'argent on a généré et si on a été poursuivi en justice. Ce qui peut arriver quand on achète des éléments trop dangereux pour notre restaurant. Cette boucle de gameplay est, sincèrement, trop bizarre. Je ne pense pas que quelqu'un aurait pu avoir l'idée de ce jeu autrement qu'en étant un 6e opus d'une série dirigée par un mec au style aussi extravagant. Mais une fois que le jeu fonctionne, putain, il fonctionne extrêmement bien. Ce qui m'a énormément surpris. Déjà, ça permet à Scott de clairement séparer les phases où il peut faire de l'humour, des phases où il doit rester premier degré. Ça fait que l'humour des phases de gestion est ultra charmant et ne dérange pas, et que les phases plus orientées horreur sont ultra sérieuses. Ça marche vraiment bien. J'ai un peu de mal avec les jumpscares de ce jeu, qui sont probablement les plus laids jusqu'à maintenant. Ils sont efficaces, mais ils font juste un peu bâcler. J'ai également un peu de mal avec le design de ces animatroniques, par contre. Si certains sont sympas, bien que je trouve que ce ne soit pas le style qui a rendu FNAF aussi efficace auparavant, il y en a certains que je trouve juste très moches. Genre ça, Scrap Trap, je le trouve vraiment moche. Et c'est le cas également de la communauté qui l'a notamment surnommé la cacahuète. Ou encore celui-ci, voilà, il s'appelle Lefty, et il ressemble à un OC FNAF qui a été fait pour un fangame, je suis désolé. L'ambiance également pendant les phases de nuit, elle est surprenamment lourde au bout d'un moment. On utilise nos 10 essais de jeu en sachant très bien ce qui va se passer après, et ça crée une certaine angoisse qui pèse sur le joueur. Il y a également de nombreux éléments cachés dans chaque mini-jeu, évidemment, et c'est assez surprenant quand tu les découvres par toi-même. Par exemple, la première fois que j'ai joué au mini-jeu Midnight Motorist, j'ai remarqué vers la fin du parcours une sortie en bas. Quand je me suis rendu à l'intérieur de celle-ci, à ma game suivante, je me suis retrouvé dans une partie différente du jeu. Au fur et à mesure que je parcourais la route, la musique s'est lentement effacée. Sur mon chemin, je suis arrivé en face d'une sorte de bar appelé Juniors, duquel je suis apparemment interdit d'entrer. Puis j'ai repris la voiture et je suis arrivé dans une maison isolée de tout. S'ensuit une scène familiale tendue alors que notre personnage, père de famille, crie à la porte de son enfant avant de se rendre compte, en contournant la maison, que celui-ci s'est enfui par la fenêtre. Ce genre de mise en scène est franchement plutôt brillante et a réussi à me ramener aux émotions que j'avais pu ressentir lors des premiers mini-jeux que j'avais pu expérimenter dans FNAF 2. Et ça, c'est assez fort, aussi loin dans une franchise. Pour ce qui est de l'histoire du jeu, pour une fois, elle est très directe. L'objectif de FNAF 6, c'est de clore une bonne fois pour toutes l'histoire de FNAF en essayant de coller les bouts et de combler ce qui manquait. Racontons les choses de la manière la plus simple possible. Alors, je fais cette partie-là plusieurs semaines après avoir fait le tournage, tout simplement pour corriger certains trucs que j'allais dire ici qui sont faux. Déjà, j'aimerais préciser un truc que j'oublie peut-être de préciser. Ce que je donne là, c'est juste une interprétation. Il existe à peu près autant de théories différentes sur FNAF qu'il y a de personnages. C'est un bordel. Et elles ont toutes des noms très précis et elles sont toutes bien rangées sur des wikis. C'est un bordel. Personne ne sait exactement ce qui se passe dans cette histoire. Donc voilà moi ce que j'ai compris de Pizzeria Simulator. D'abord, essayons de compter toutes les victimes. Donc on a les 5 enfants de l'incident des enfants disparus, les 5 personnes qui ont été tuées dans FNAF 2 dans l'incident des enfants morts, l'enfant mort qui hante la marionnette, William Afton et la fille de William Afton. La seule victime que je mentionne pas, c'est le Crying Child de FNAF 4, qui lui pour le coup semble trouver la paix à la fin de FNAF 3. Et en gros, dans les 4 animatroniques de Pizzeria Simulator, il y a à peu près toutes ces victimes qui sont rassemblées. Laissez-moi vous expliquer. Le plus facile à déterminer, c'est William Afton. C'est Scrap Trap, voilà.
Il y avait un petit indice. Ensuite, moi je pensais à la base que les 5 enfants de l'incident des enfants disparus, après FNAF 3, avaient trouvé la paix. Notamment à cause de ce mini-jeu-là. Sauf que non, apparemment, et ce à cause de ce livre. Voilà, apparemment. Dans celui-ci, on apprend que leurs animatroniques ont été brûlés et fondus par William Afton pour créer, avec le métal rempli du jus paranormal dont je vous ai parlé tout à l'heure, les Funtime Animatronics. Ce qui expliquerait notamment pourquoi ils ont les mêmes yeux, apparemment. Bon, moi je trouve que ça casse un peu la fin de FNAF 3, que je trouvais vraiment belle. Mais dans tout ça, il faut pas oublier une chose, c'est que dans toutes ces affaires, Golden Freddy n'est pas inclus. C'est important pour le jeu suivant. C'est-à-dire qu'il a pas été fondu avec les autres, il fait pas partie de ce mini-jeu, voilà. Donc après ça, les Funtime Animatronics et Baby, ils deviennent Ennard. J'espère que vous suivez. Sauf que ces deux entités qui composent Ennard, à un moment, ils vont se séparer. Pourquoi ? Ah, ils sont engueulés. C'est pas une blague. L'indice pour comprendre ça, il vient des sites internet fnafworld.com et scottgames.com qui à un moment ont mis en scène un dialogue entre Baby et le reste d'Ennard. Donc du coup, après ça, Ennard est à nouveau cuit et recyclé en Molten Freddy et Baby se reforme sous la forme de Scrap Baby. Du coup, ensuite, la marionnette, c'est Lefty. On peut le voir notamment dans cet écran très rare qui peut arriver aux joueurs où on voit que la marionnette est contenue dans Lefty. Et ensuite, qu'il advient, qui peut arriver aux joueurs, où on voit que la marionnette est contenue dans Lefty. Et ensuite, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il advient des victimes de l'incident des enfants morts ? Tous ces enfants qui ont été tués et qui, dans FNAF 2, hantent les Toy Animatronics. On sait pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Scott a même oublié cet élément ou même que ça n'a jamais été canon, alors que si ça n'a jamais été canon, comment ça fonctionne ? Bref, cette histoire elle est compliquée à comprendre aussi parce qu'il y a des incohérences, quoi. Maintenant, le jeu va donner du background sur l'intégralité de l'histoire. Parlons de la voix provenant de la cassette. Dans un easter egg, on apprend que cette voix appartient à un personnage majeur de l'histoire qui pourtant n'a jamais été présent dans aucun jeu jusqu'à maintenant. Henry. Henry est, dans les livres, le cofondateur de Fredbear Family Diner. Et il est également une sorte de brillant ingénieur qui est à l'origine des premiers animatroniques de l'histoire de la franchise. Celui-ci a une fille qui dans les livres s'appelle Charlie et qui est la protagoniste de l'histoire, mais qui ici est morte. Voilà. On apprend dans un easter egg d'un mini-jeu qu'en réalité Charlie, c'est cet enfant dans ce mini-jeu de FNAF 2. Et en gros ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, la marionnette était un robot de sécurité destiné à faire en sorte qu'aucun enfant ne sorte sans autorisation du restaurant. Après avoir été bloqué par quelques enfants, la marionnette s'est retrouvée incapable d'aider Charlie, enfermée à l'extérieur, et quand on peut enfin sortir dans le mini-jeu, on remarque que celle-ci est décédée dans l'allée du restaurant. La marionnette détruite par la pluie torrentielle finit par se désactiver sur le cadavre de Charlie, et c'est comme ça qu'elle est devenue hantée. À la fin du jeu, on a accès à franchement une très bonne cinématique de fin du jeu mais aussi de la franchise, où Henry explique qu'on a tous été réunis ici, dans un labyrinthe sans issue, pour mourir dans un incendie volontaire. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. This is where your story ends. On comprend également dans ce jeu qu'on joue Michael Afton, qui est visiblement un patron zombie dans ce jeu, et qui est emporté également dans les flammes. Et ainsi, dans une fin de cinématique très efficace, tous les personnages manquants de l'histoire trouvent enfin la paix. My daughter, I couldn't save you then, so let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Voilà. Pizzeria Simulator, c'est un jeu que je trouve très efficace, très étrange, et le fait qu'il soit gratuit, c'est un peu la cerise sur le gâteau. J'étais vraiment très content de voir que la série continuait à être intéressante après de sévères difficultés dans le passé. Également, le fait que ce jeu soit une conclusion définitive était vraiment bien vu. C'était fini. Scott avait offert un très bon envol à la série. Malgré ça, il reste encore un jeu développé par Scott, sur lequel je vais passer très peu de temps. De base, le jeu devait contenir une custom night massive pour fêter la fin de la licence. Mais Scott a lentement perdu les pédales et a fini par créer un jeu à part entière appelé Ultimate Custom Night, contenant 50 personnages contre lesquels le joueur peut se défendre. Ultimate Custom Night est un jeu qui ne se prend pas au sérieux du tout. C'est une sorte d'ultime fanservice, bourré d'humour et de bêtises, avec des jumpscares absolument pas soignés. C'est vraiment un jeu assez laid, mais c'est pas important. C'est un petit jeu gratuit qui est également affreusement dur. Ça me permet de faire une tangente sur le fait que moi j'aime pas spécialement le concept des Custom Night depuis le début. Une des vraies forces de FNAF, c'est de se voir imposer des nuits, où on ne peut pas vraiment jauger la quantité de danger dans laquelle on se situe. Devoir gérer soi-même ces nuits, je suis pas fan. Et même si on a accès à plusieurs challenges imposés, on connaît quand même le niveau de danger de chaque animatronique. Celui-là, j'ai pas du tout accroché. Déjà, l'idée que tu peux faire ta nuit rêvée, tu vois, je trouve que ça marche pas. Moi, j'avais pris justement mes animatroniques préférés et au final, je me rendais compte qu'elles se contraient
elles-mêmes dans leur mécanique, tu vois. Je comprends l'idée, mais pour le coup, ça m'a cassé les couilles. C'est par contre le challenge le plus difficile de toute la saga. Le 50-20, c'est vraiment un délire à voir. Vraiment. On va faire le 50-20 juste pour voir ce que ça... Juste pour voir. Allez. Alors. Voilà. Vous avez kiffé? Et je crois qu'il y a encore plus difficile. J'avais vu un truc avec écrit 70-50, n'importe quoi. Et c'est assez comique à voir. Genre, qu'est-ce qui se passe là? C'est très impressionnant. Le jeu propose la dernière conclusion à FNAF, la fin de toute l'histoire, quand on comprend qu'on joue dans ce jeu William Afton, dans un enfer personnalisé créé par un esprit appelé par la communauté TOYSHK, The One You Shouldn't Have Killed, celui que tu n'aurais pas dû tuer. Et tout semble indiquer qu'il s'agit de l'enfant le plus mystérieux de la saga, l'enfant qui hante Golden Freddy. Une âme incapable d'être apaisée, torturant William pour l'éternité. Voilà. C'était FNAF. Ouais, c'est un vrai bordel. Du moins, c'était ce que les gens appellent la saga originale de FNAF. Évidemment, c'est inutile de vous dire quoi que ce soit, mais il y a encore eu des jeux après dont on va quasiment pas parler en comparaison avec les précédents. Mais voilà, FNAF dans sa version la plus linéaire et simple, c'est tout ça. Attends, et je sais pas si vous réalisez à quel point le phénomène était gigantesque. À ce point-là, on est au 7e jeu, voire même 8e si on compte FNAF World. Et ça fait déjà depuis seulement le 3e jeu que les gens se plaignent d'une surcharge. Et pourtant, le phénomène était encore très populaire. Et évidemment, ce genre de succès massif, ça va générer énormément de conséquences dans le milieu de l'horreur indépendante. Et oh mon Dieu, FNAF a fait des gosses dans tous les sens. Et c'est là enfin qu'on va parler du terme mascotte horror. Tu vas nous parler de quelque chose que j'aime beaucoup, que beaucoup ont découvert dans les backrooms aussi, dans ta vidéo des backrooms. Avec les backrooms, oui. Vous me voyez actuellement, il y a 3 ans, dans une émission de Magla sur Twitch appelée Frisson, qui est aujourd'hui concrètement un Lost Media. Ici, j'allais m'apprêter à parler de Liminal Spaces. Un Lost Media ? Mais c'est pas ce moment de l'émission qui m'intéresse. Parce qu'à un moment, et malheureusement je n'en ai pas d'extrait, on me demande mes recommandations jeux d'horreur. Et un peu hésitant, je réponds Poppy Playtime. À l'époque, c'est un jeu qui ne possède qu'un seul chapitre jouable, qui dure 30 minutes à tout casser, et je me suis souvenu l'avoir vu en vidéo et avoir trouvé un passage de jeu très bien foutu. Et donc, un peu sans réfléchir, j'ai répondu que celui-ci était un bon jeu. Sans déconner, je pense très souvent à ce passage quand je vais me coucher la nuit. Alors que tout le monde a oublié, car c'est probablement une des takes que j'ai dit en live que je regrette le plus. En 2021, sur 4chan, un terme va être de plus en plus utilisé. Le terme mascotte horror. Un terme péjoratif désignant un grand nombre de jeux qui ont pompé la formule de FNAF. Un jeu mascotte horror est un jeu utilisant des antagonistes dans un style cartoon, enfantin, ou alors juste plaisant au grand public, qui deviennent flippants lorsque la lumière s'éteint. Le terme désigne tous ces jeux qui ont commencé à pulluler après FNAF, qui s'inquiétaient d'abord que leur antagoniste ait le design le plus marketable possible pour pouvoir ensuite le décliner en merchandising. Ces jeux ont tous les mêmes points communs. Ce sont des jeux très simples, avec une histoire floue et un lore qu'il faut déchiffrer. Ils ont des styles mignons qui deviennent flippants sous un certain angle ou lorsqu'ils se transforment. C'est la continuité d'une fascination qu'Internet a toujours eue pour la perversion des univers de fiction enfantin, que ce soit avec les creepypastas basés sur des dessins animés, les animations ultra-violentes basées sur de la pop culture qui était absolument partout sur Newgrounds, c'est un ressort de base de la culture choc et de la culture horreur, c'est les repères de sécurité des spectateurs, et en l'occurrence, un des repères de sécurité numéro 1 des gens, c'est l'enfance. Mais ici, il y a une légère différence. L'œuvre a pour objectif d'être avant tout public. On crée un univers enfantin de toutes pièces et on le pervertit d'une manière assainie. Les premiers usages du terme désignent une série de jeux qui ont envahi assez vite les magasins avec leur merch Bendy and the Ink Machine, Hello Neighbor, Baldi's Basics, et au moment où le terme apparaît, l'un des représentants les plus iconiques de la tendance, Poppy Playtime. Poppy Playtime, avec son merchandising qui est venu extrêmement vite, son lore designé pour que des joueurs créent des vidéos théories, ses designs cherchant à être surtout jolis, stylés et mignons plutôt que vraiment terrifiants, et son design de jeu étalé sur plusieurs chapitres, ressemblait un peu
à un projet aux motivations pécuniaires. Je pense toujours que le premier chapitre de Poppy Playtime est très correct en tant qu'expérience isolée. Mais c'est assez impressionnant de voir la chute de qualité entre le premier et le deuxième chapitre. On dirait qu'au fur et à mesure de sa progression, le projet a changé de focus, a essayé de maintenir une fandom forte plutôt que de créer vraiment une expérience horrifique. Le pire exemple de mascot horror pour moi, ça reste vraiment indéniablement Hello Neighbor. De base, l'épisode 1 de Zord, c'est un épisode horreur. Escape, genre un escape game horror, tu flippes. Tu vois, les trucs, c'est tendu, tu vois. Le 2, rien à voir. Tu dois juste run. Et le 3, là, Seed Gate, je sais pas quoi, rien à voir. C'est un open world un peu, tu te balades, tu fais des quêtes et tout. What the fuck? Sérieux? c'était un jeu qui a percé en Et Hello Neighbor, 2015. c'est un jeu, ça te pète les couilles, gros. C'est un bordel monstre pour comprendre ce que tu dois faire, mec. Hein. Vraiment. Dans une version pré-alpha, où le concept était simple, ton voisin est bizarre, tu dois trouver un truc dans son énorme maison, et l'objectif est de s'infiltrer dans la maison sans qu'il te chope. Et à chaque fois qu'il t'attrape, il met des obstacles pour t'empêcher de réessayer les mêmes techniques à chaque fois. L'idée est sympa, le style fait pas très peur, mais beaucoup de gens s'attachent au concept. Puis les gens ont trouvé des détails dans le jeu qui semblaient indiquer qu'il y avait une histoire étrange, un lore de fond qui pouvait expliquer un côté plus sombre au personnage du voisin. Donc Game Theory fait une vidéo sur le jeu qui lui attire une des plus grandes publicités qu'il a jamais eues, et surtout, une fanbase. Au cours du temps, le jeu va continuer à sortir des versions alpha qui étaient tous de plus en plus buggées, de moins en moins jouables, avec de plus en plus d'éléments abstraits de storytelling qui interféraient avec l'expérience du jeu. Après des tonnes de délais, le jeu finit par sortir dans une version assez pitoyable, où le jeu est maintenant une sorte de platformer buggé qui fait pas peur, bourré d'éléments d'histoire flous et incompréhensibles. Le jeu s'est fait décimer par la critique. C'était particulièrement sanguin. Je vous jure que j'ai très rarement vu autant de négativité centrée sur un indépendant dans la critique jeu vidéo. Mais le truc qui me rend dingue, c'est que le jeu n'a pas du tout été un bide et que la licence Hello Neighbor continue d'être présente aujourd'hui. Les jeux sont devenus de qualité vraiment aléatoire, il n'y a presque plus aucun rapport avec l'horreur, hein, et ça s'éloigne de plus en plus de ce qui a rendu le premier jeu si efficace. Le lore est devenu hyper chelou, dû à l'inclusion de livres assez essentiels pour comprendre l'histoire, et ça c'est un truc que j'aimais pas non plus avec FNAF. Hein. Ça met une sorte de paywall sur ta compréhension du jeu que tu viens d'acheter, je trouve ça pas fou. La licence Hello Neighbor a décidé de ne cibler que les plus jeunes, ce qui lui a donné une réputation horrible sur internet. Et le pire dans tout ça, c'est le moment où le studio a essayé de créer une série de dessins animés Hello Neighbor en postant un pilote d'une horrible qualité et que le studio a publiquement harcelé MatPat sur Twitter pour qu'il en fasse une vidéo dessus d'une manière qui est devenue assez connue. Ce que MatPat ne fera que des années plus tard, pour la blague, quelques temps avant de partir à la retraite. Et en vrai, ça révèle quel est le fond de commerce de ces jeux. Ils ne bénéficient souvent que d'une forme de publicité. Les vidéos sur YouTube. Leur design est fait pour qu'ils soient attrayants sur une miniature. Ils doivent être visuellement le plus attrayant possible pour la démographie la plus susceptible d'acheter du merchandising, les enfants. Les vidéos gameplay servent de publicité pour le jeu. Les vidéos théorie servent à fidéliser l'audience pour créer une fandom. Et le truc, c'est que ça marche très bien. Poppy Playtime, ça a vraiment très bien marché. Bendy and the Ink Machine, ça a marché. FNAF, ça a extrêmement bien marché. Plus le temps avançait, par contre, plus il y a eu un retour de bâton du phénomène. Le point culminant reste encore aujourd'hui la sortie du jeu Garten of Banban, un jeu tellement mal optimisé, tellement plat visuellement et tellement évident dans sa volonté de faire une expérience marketable pour les enfants, qu'il est devenu à lui seul le représentant de la dérive mascot horror. Le jeu s'est fait descendre sur YouTube. Take every bad thing I said about Poppy Playtime and apply it here, and then remove the part where I said that Poppy had quality. And there you go, that's Banban for you. Upon booting up Garten of Banban, you get the absolute worst thing you can see on any immediate boot up page. A merch store. I absolutely think that people are right in calling the game out for what it is. A mindless money machine seeking to appeal to kids and their moms' wallets through merchandise. I wouldn't be surprised if we see Jumbo Josh action figures at Walmart within the year. Ce qui me dérange personnellement avec le mascot horror, c'est pas nécessairement qu'il est dirigé aux enfants. Je pense qu'il faut du divertissement pour tous les gens et pour tous les âges. Ce n'est pas grave. Je ne dis pas non plus que les jeux dont je viens de parler sont mauvais. Sauf Hello Neighbor, il est abominable ce jeu. Je suis pas fan de ces jeux. Je n'en suis pas le public. C'est probablement super. Ouais. Ce qui me dérange personnellement, c'est que plus le temps avance. J'ai jamais mis les gameplays sur YouTube, même le 1, le 2 et tout. C'est qu'en fait, mec, les solutions, c'est introuvable. Je suis désolé. Mec, j'ai galéré de baiser pour trouver, genre, essayer de terminer le 1. Et au début, tu comprends les trucs, mais en fait, il y a des trucs cachés dans ça et tu prends ça. C'est horrible. C'est horrible. Tu vois, pour ouvrir une simple porte, il faut aller de l'autre côté, mais pour ça, il faut éteindre ça, il faut produire un truc, il faut les... What the fuck? Vraiment, j'ai dû regarder des tutos et tout, des trucs pour comprendre ce que je devais faire. Tu vois, et le Neighbor...
En fait, j'ai pas kiffé, quoi. Plus j'ai pu voir que des gens en costume ont essayé chacun leur tour d'affiner une recette visant à créer de l'engagement et de l'investissement émotionnel chez des gens vulnérables, en ciblant de manière répétée des jeunes adolescents traînant souvent dans des fandoms, des adolescents clairement plutôt seuls, souvent des weird kids, parfois queer, qui voient dans ces licences des refuges et qu'on a essayé à répétition de faire tomber dans des pièges pour tirer l'argent de leurs parents. Et que du coup, pour que leurs parents soient d'accord de dépenser de l'argent, il fallait créer une horreur clean, marketable et mignonne. C'est une manière très très pessimiste de voir la chose. Et je pense qu'il n'y a pas que du vrai dans ce que je viens de dire, mais c'est vrai que la multiplication en masse de ces jeux quelques années après FNAF semble indiquer que clairement, des gens ont essayé de capitaliser sur ça. Mais je trouve que c'est trop facile de réduire l'impact de FNAF à juste des échecs dans le domaine du mascotte horror et une sorte de globale infantilisation de l'horreur sur Internet. Je pense que FNAF a inspiré une quantité immense de gens à s'intéresser à l'horreur indépendante sur Internet. Si le lore de FNAF a inspiré des copies sans vie dans le mascotte horror, je pense qu'on aurait eu 1000 fois moins d'ARG et d'œuvres interactives abstraites sur Internet si on n'avait pas biberonné des adolescents comme celui que j'étais à l'époque à une œuvre aussi personnelle. FNAF, on peut dire ce qu'on veut sur sa trajectoire, mais ça reste quand même 8 jeux extrêmement influents dans le monde de l'horreur indé qui ont été réalisés par une seule et unique personne. Ce qui est génial, c'est que ça a habitué des tonnes de jeunes à se confronter à une vision d'auteur, à s'intéresser à un auteur, d'interagir avec lui, de comprendre son rapport à son public et de se rendre compte que c'était pas si difficile à faire soi-même. Les fangames FNAF, ça a été un terrain d'apprentissage pour des tonnes de futurs vidéastes, développeurs, musiciens, animateurs, modélisateurs 3D. Ça a permis à des tonnes de gens de comprendre que si t'as une bonne idée, une excellente idée, on s'en fout de l'exécution. Car t'as un type pas très charismatique, du fond de l'Amérique religieuse conservatrice, qui a créé une série de 8 jeux très bancals qui ont changé l'intégralité du monde, juste car la vision de base était excellente. Attends, comment ça, Amérique conservatrice ? Là arrive une partie pas agréable de la vidéo. La question de ce qu'il est arrivé après la saga originale de FNAF. D'abord, Scott a décidé de donner les rênes du développement à un autre studio, Steelwool. D'abord, c'était pour créer des jeux en VR appelés FNAF Help-Wanted. Des jeux très très efficaces en termes d'horreur en VR apparemment, mais moi j'en sais rien parce que la VR, ça me fait vomir, donc j'ai pas pu les tester au mieux. C'était la première fois que FNAF sortait de l'indépendance, donc du coup ça ressemblait un peu plus à des jeux AAA, et du coup, même si Scott gardait contact régulièrement avec la communauté, la communication était beaucoup plus normale. Pas de jeux qui sortent en avance, des previews dans des conventions, des jeux qui coûtent un peu plus cher, bref, l'expérience de FNAF était en train de devenir beaucoup plus impersonnelle, mais également, elle était aussi beaucoup plus ambitieuse. Mais au cours de la phase moderne de FNAF, c'est-à-dire la période de Steelwool dans laquelle on est encore, il s'est passé un truc. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé de bombes à retardement tout autour de Scott, qui lentement se déclenchaient au cours des jeux. La plus grosse, et la plus bruyante, allait très vite se déclencher. En 2021, il fut révélé publiquement que Scott Cawthon avait effectué plus de 36 000 $ de donations politiques. Parmi les 18 personnes qui ont reçu des dons, on retrouve 17 personnalités de la droite républicaine conservatrice, dont Donald Trump. Tout ça, c'était publiquement disponible depuis un an. Mais c'est seulement en 2021 que ça a éclaté, et ça a causé une énorme controverse. C'est pas un secret, les fans de FNAF sont historiquement, en majorité, des jeunes LGBT. Scott le savait bien, a beaucoup bossé avec des gens queer quand il fallait bosser avec quelqu'un, et pourtant, on retrouve dans ses donations des personnalités qui font la promotion publique et régulière des thérapies de conversion. Les gens vont donc vraiment pas être contents. Et il va très vite devenir un trending topic sur Twitter. C'était vraiment une situation qui était extrêmement tendue. La communauté FNAF n'avait vraiment jamais vécu ça. Beaucoup de gens étaient un peu dans le déni et se disaient que peut-être que Scott avait été arnaqué. Il y avait également un point de vue qui était défendable, qui disait que concrètement c'est sa thune et qu'il fait ce qu'il veut avec. Juste tout le monde était rivé sur son écran en attendant la réponse de Scott, en espérant juste que ce soit un malentendu. La conséquence de cette controverse, Scott va annoncer qu'il prend sa retraite et poster un dernier message sur scottgames.com ainsi que sur Reddit. Dans celui-ci, il va expliquer que d'abord, il a reçu un harcèlement monstrueux depuis la révélation, il s'est fait doxer, des gens l'ont menacé de mort et de venir jusqu'à chez lui pour le tabasser. Et ensuite, il va dire dans le message que ses donations étaient bien réelles, qu'il était catholique, conservateur, anti-avortement, et que c'était son droit, et qu'il comptait pas que ça change. Et enfin, il prend sa retraite pour se focaliser un peu plus sur sa famille et quitter la sphère publique. Donc, mon rôle ici, c'est pas de vous donner mon avis. Si vous voulez que j'aille très vite, vous vous en doutez, Je trouve les opinions de Scott très mal informées et vraiment dangereux. Voilà.
C'est mon avis, j'ai le droit. Évidemment, c'est très grave le harcèlement qu'il a reçu. Et ça, je le remettrai jamais en question. Mais je trouve que la réaction de déception, elle était prévisible en vrai. Il y a eu évidemment un mouvement de soutien envers Scott les jours suivants, visant à le remercier pour le travail qu'il avait accompli et expliquant que malgré ses opinions politiques, à partir du moment où il est devenu célèbre, il n'a jamais utilisé sa plateforme pour promouvoir ses idées. Il a juste utilisé l'argent de la saga pour les financer. Mais au moins, c'est vrai, par contre, il n'a jamais utilisé sa plateforme de communication pour en faire la pub. Jamais. À partir du moment où il devient célèbre, il l'a jamais fait. Beaucoup de gens pointaient du doigt à l'époque le fait que Scott avait fait énormément de donations à des œuvres de charité, notamment des œuvres de charité qui luttaient pour les droits des personnes LGBT. Ça laisse à penser, en adéquation avec ce que dit Scott dans son post, qu'il n'est pas en réalité homophobe, mais que ces donations ont été motivées pour des raisons économiques, ou alors liées à sa religion. Et pour moi, si on doit marquer le moment où FNAF s'est complètement écrasé, c'est ce moment-là. Ce moment de scission dans la perception du créateur de la saga. Je suis républicain, je suis chrétien, je suis anti-avortement, je crois en Dieu. Je crois également en l'égalité, en la science et au bon sens. Malgré ce que certains peuvent dire, toutes ces choses peuvent aller ensemble. Ce n'est ni une excuse, ni une promesse de changement. C'est comme ça que ça a toujours été. Si on veut me cancel, on peut me cancel. Je ne fais plus cela pour l'argent, mais parce que ça me plaît. Si les gens pensent que je fais plus de mal que de bien aujourd'hui, alors peut-être vaut-il mieux que je sois cancelled et que je prenne ma retraite. Je peux l'accepter. Ok. C'est un énorme malaise de parler de cette controverse chez les fans de FNAF. C'est un peu l'éléphant dans la pièce qu'on essaye d'ignorer, que les gens essayent de justifier, etc., etc. Le pire, c'est qu'au cours du temps, Scott, il va continuer de se faire emmêler dans des tonnes de controverses dans tous les sens, en boucle, sans jamais s'arrêter, alors que il était censé plus être dans la sphère publique. Des gens vont voir Steelwool voler du contenu créé par des fans pour des designs officiels. Ensuite, des gens vont révéler à 2 reprises que des artistes collaborant régulièrement sur la franchise FNAF avaient créé du contenu softcore et dans une de ces instances, Scott va quand même annoncer qu'il voulait quand même lui donner une seconde chance à cet artiste. Bon, la personne a fini par partir par elle-même, mais qu'est-ce que tu fais, Scott? Surtout que la question, c'est même pas virer quelqu'un, là, c'est juste ne plus bosser avec quelqu'un en freelance, quoi. Alors je rajoute ce petit mot au montage, mais figurez-vous que là, il y a 2-3 jours, on a appris que il a finalement continué à bosser avec cette personne jusqu'en 2025, alors que pourtant, il a dit le contraire publiquement. Il va également faire une décision controversée quand il va accepter de faire des NFT FNAF, et quand on va lui expliquer ce que c'était des NFT, il va dire what the fuck, j'ai pas envie de faire ça avec ma licence. Ce qui veut dire qu'il a quand même accepté un deal sans savoir ce qu'il acceptait. Ce qui fait un peu peur pour l'intégrité de la série en vrai. Il va enchaîner constamment alors qu'il était techniquement à la retraite les décisions affreuses tout en portant le fardeau d'être considéré comme un facho par la moitié de sa fanbase. Et le pire dans tout ça, c'est que le jeu de Steelwool qui est sorti juste après la controverse, c'est-à-dire FNAF Security Breach, est de loin considéré comme le pire jeu de toute la saga. C'est par tout le monde. Il y avait aucun répit à cette période. C'est un truc de ouf. Security Breach, c'est un jeu qui a été développé par Steelwool et qui était très ambitieux. Et en vrai, il s'est écroulé sous sa propre ambition. Tout ça, c'était après un développement assez chaotique, teinté par le Covid et le fait que ce studio devait raconter une histoire avec des éléments cachés sans savoir ce que ceci signifiait. Le jeu s'est fait décimer. C'est l'apothéose d'une transformation de plus en plus claire de la franchise en quelque chose de plus enfantin et safe. C'est un jeu ultra coloré qui fait quasiment pas peur. C'est un truc de ouf. Le jeu a, je trouve, une histoire assez ridicule et surtout un gameplay fondamentalement cassé. Dans ce jeu, vous vous baladez dans un énorme centre commercial du futur en semi-open world et vous suivez ainsi une trame narrative. Mais le jeu déjà n'arrive pas à gérer la taille énorme de son environnement, ce qui fait que même sur des machines ultra robustes, genre la machine de Markiplier, le jeu rame toutes les 10 secondes. C'est horrible. Et moi du coup sur mon petit PC, qui en vrai est plutôt correct, le jeu rame tout le temps, c'était horrible. Évidemment, ça lag de fou au moment où il faut absolument pas que ça lag. Le jeu s'est également fait détruire pour son infâme quantité de bugs. J'y ai joué pour la première fois des années après, et malgré des patchs, le jeu est encore truffé de glitch assez drôles. Juste, je vais regarder un peu plus, je vais mapper un peu plus la map. Qu'est-ce qu'il fait? Mais attends, qu'est-ce qu'il... Oh, le jeu, il est délétère. Oh, le jeu, il est horrible, le jeu. Le jeu n'est pas infâme, c'est juste un jeu qui, à cause de son ambiance, à cause de tout ce qui vient avant et de toute l'attente qu'il avait accumulée, finit par avoir l'air extrêmement rushé. Il y a des bonnes idées un peu partout, surtout vers la fin du jeu quand le jeu te laisse parcourir le Pizzaplex par toi-même. Et le jeu a des idées qui, sur le papier, sont assez fun. C'est plus l'exécution le problème. La DA enfantine, c'est déjà un peu un problème. On a des preuves dans les fichiers du jeu que celui-ci a été censuré et édulcoré pour conserver un rating le plus tout public possible. Mais un truc est sûr, malgré tous les défauts, quand j'y ai joué, j'étais peut-être saoulé, j'étais peut-être fatigué par la DA, mais on peut être sûr d'un truc. C'était pas ennuyeux. C'était intense, souvent très négativement, mais ça a fini par vraiment me divertir.
Et le jeu est vraiment complet et long. Puis après, il y a eu une adaptation d'une des nouvelles de Fazbear Frights qui s'appelait Into the Pit en jeu. Et en vrai, le jeu, même si j'y ai pas beaucoup joué, c'est un jeu qui est vraiment beau, qui a vraiment beaucoup de charme. Et le fait que ce soit un spin-off justifie un tel décalage dans la DA. Personnellement, j'y ai pas assez joué pour dire que c'est vraiment un bon jeu, mais ça m'a donné tous les bons signaux. Il y a eu également un nouveau jeu cette année, Secret of the Mimic. Et visiblement, la DA depuis quelques temps, c'est de créer des expériences safe, enfantines, un peu bancales, qui rajoutent également des éléments de lore qui ont l'air de déplaire à quasiment tous les fans. Les jeux semblent amener leur ambition tellement loin qu'ils oublient la force des premiers jeux, leur simplicité. À la place, on a une accumulation de nouveaux personnages qui à chaque opus s'éloignent un peu plus de ce qui rendait les premiers designs si effrayants. Ils ont l'air tellement lointains maintenant. Aujourd'hui, FNAF est quelque chose d'autre. Je trouve personnellement que c'est beaucoup plus mauvais. Et je trouve que la franchise a su faire d'une énorme chute. Mais je ne sais pas à quel point la nostalgie floue mon jugement. Et tout ça, ce déclin qu'on peut observer depuis quelques temps, ça m'amène à me poser une question. Ouais, putain. Est-ce que FNAF est mort? Moi je pense que oui. À partir du 3, je pense qu'ils ont commencé à partir en couille. Hein. En vrai, le 4, les 3 premiers, tu peux le compter. Mais non. Les autres, je trouve non, que FNAF, c'est pas fini. mort. Certes, j'ai l'impression que les jeux sont moins bons, et je suis très en faveur de l'idée qu'il y a eu une sorte de déclin de FNAF. Mais en réalité, si on regarde juste les chiffres, FNAF se porte à merveille. Five Nights at Freddy's est, qu'on le veuille ou non, devenu une icône majeure de l'horreur tout court. Maintenant, on peut retrouver Freddy sur des canettes de Fanta, figurez-vous. Et tout ça pour une campagne promotionnelle qui était censée utiliser des icônes de films d'horreur célèbres. Et le film, qui est sorti plusieurs années après la hype, a quand même réussi à réunir en 2023 suffisamment de gens dans les salles pour en faire le plus grand succès au box-office du studio Blumhouse, qui sont quand même les producteurs de tous les Paranormal Activity, de Sinister, de Whiplash, Split, Get Out, etc., etc. Et tout ça pour un film assez évidemment tout public, assez proche d'un style chair de poule que j'ai personnellement détesté. Mais ça, c'est mon avis. Je sais qu'il y a des gens qui ont bien apprécié. Moi, j'ai détesté. Je rajoute cette partie de la vidéo alors que la vidéo est déjà tournée et qu'elle est presque finie d'être montée, tout simplement parce que le film FNAF 2 est sorti avant que ma vidéo sorte, ce que je ne pensais pas qu'il allait arriver. Le film a été, comme le premier, un énorme succès. Et moi, personnellement, j'avais vraiment très hâte de le voir, hein. J'étais vraiment impatient, tout simplement parce que j'étais persuadé que ça allait être une catastrophe. Voilà. Et en vrai, un peu. Voilà. Le film s'est fait descendre par la critique, tout le monde le sait, vous l'avez vu passer. Moi, par contre, ce qui me frappe avec ces deux films, c'est la quantité absurde de fanservice qu'il y a à l'intérieur. Si j'ai trouvé que le deuxième film était légèrement meilleur, j'ai quand même l'impression d'avoir regardé non pas un film, mais un produit. C'est cette manière de faire très Scott Cawthon qui essaye au maximum de brosser le fan dans le sens du poil qui m'horripile un peu. Alors certes, dans les 3 premières minutes du film, j'avais déjà capté des tonnes de références subtiles, mais à côté de ça, le film il est informe et il est pas vraiment très artistique. J'ai pas été fan quoi. Les gens aiment toujours FNAF. C'est devenu une figure installée dans la culture populaire. Ce qui est mort en réalité avec FNAF, c'est sa vision d'auteur. Maintenant, FNAF est un produit. L'objectif est plus de divertir que de bousculer les attentes. La licence a changé de but. Alors qu'à la base, la subversion des attentes est dans le design de la plupart des jeux et de leur promotion. Mais l'âme de FNAF vit toujours dans ses fans. Explorer l'histoire de FNAF, ça m'a permis de vraiment apprécier la créativité de sa communauté. FNAF a tellement essayé différentes choses en si peu de temps qu'aujourd'hui il se décline dans toutes les formes d'horreur populaires d'Internet. Je pense d'abord que FNAF a été un élément déterminant dans l'apparition de l'analogue horror sur Internet. Le format des jeux utilisant le moteur ClickTeam a permis de mettre en avant le côté flippant d'une horreur statique. Le fait qu'on ne voit jamais les ennemis bouger et que dans le premier jeu, ils t'observent juste à ta porte de manière menaçante sans jamais se déplacer physiquement, sauf pour Foxy bien sûr, ça crée une atmosphère très tendue qui va inspirer très ouvertement l'analogue horror, qui va pousser cette idée d'horreur quasiment diapositive au maximum. Et évidemment, un des sous-genres les plus connus d'analogue horror, c'est le FNAF VHS. Des vidéos souvent beaucoup plus extrêmes et gore que les jeux, qui essayent de pousser les aspects les plus sombres du lore ou de créer leur propre lore. Et on trouve également parmi les séries d'analogue horror les plus populaires, la série Walton Files. Si j'ai jamais été très fan du style graphique, il est clair que la série possède des moments extrêmement marquants et il s'agit de manière évidente d'un hommage à FNAF. La série s'en inspire de manière très ouverte et possède de nombreux moments qui sont très efficaces d'un point de vue visuel. Il y a également une mode bizarre dans les fangames FNAF que je vous invite à aller voir. Il s'agit de la mode des FNAF ransomware. Les ransomware, ce sont des virus qui bloquent votre ordinateur et vous menacent de le détruire si vous ne payez pas une rançon. Et bien souvent, des ransomware pouvaient se cacher dans des versions gratuites, au rabais et un peu douteuses de jeux beaucoup plus populaires. Ces fangames essayent d'imiter l'effet flippant que ces copies mal faites pouvaient causer et créent des expériences visuelles particulièrement angoissantes. Et évidemment à la fin, le jeu te montre un faux écran de rançon,
C'est très créatif, j'adore, je trouve ça vraiment très cool. Donc, clairement, à travers sa communauté, FNAF reste en vie. Que ce soit par nostalgie d'anciens enfants fans ou alors par la créativité de nouveaux arrivants. Mais moi, en vrai, toutes les recherches que j'ai pu faire pour cette vidéo m'amènent à me poser plusieurs questions. Ce que j'ai pu remarquer avec cette histoire, c'est qu'elle constitue un brouillon de plein d'erreurs importantes à ne pas commettre quand on réalise une œuvre majeure sans s'en rendre compte. L'histoire de Scott me fascine pour cette raison. J'ai l'impression, en voyant la progression des jeux FNAF, de voir un créateur qui cherche à mettre tout le monde d'accord et qu'aucun fan ne soit jamais déçu. Et Scott ne s'en cache pas. Il est très attaché à sa communauté après des années à avoir galéré. Mais il semble avoir créé des jeux pour s'assurer que personne ne sorte de l'expérience énervé. FNAF 4 était un move pour consoler ceux qui avaient été déçus par les jumpscares et l'atmosphère de FNAF 3, et également pour renforcer ceux qui avaient aimé l'aspect plus triste et touchant de l'histoire de FNAF 3. People were not happy with the jump scare. And it's kind of as simple as that. People weren't happy with the jump scare of Springtrap, and that really bothered me. I wanted to make another entry that was really scary again. Mais les critiques lui ont dit que le jeu avait une histoire floue, que la formule devenait répétitive, alors il a créé un jeu avec une forme beaucoup moins répétitive, plus linéaire, et a rendu l'histoire plus directe, tout en laissant des détails cachés. Puis après ça, il a sorti FNAF 6 quand il a compris que le gameplay narratif donnait un jeu trop linéaire et prévisible. Pizzeria Simulator, c'est le jeu qui ressemble le plus à ce que ses critiques lui demandaient de faire. Un jeu pas trop similaire au précédent, mais quand même avec un format cyclique avec 5 nuits. Un jeu avec de l'humour, mais pas trop. Une trame compréhensible, flippante, mais touchante. Une histoire qui se conclut, malgré des détails encore débattu par la communauté. C'est le jeu typique qu'il devait faire s'il suivait uniquement l'intégralité des retours qu'il a reçus sur tous ses jeux. Mais le jeu, il est assez informe en vrai. C'est une expérience bizarre avec des moods ultra différents qui se côtoient perpétuellement. Un nouvel arrivant qui joue à Pizzeria Simulator, il se demande mais qu'est-ce qu'il fait là quoi ? Scott a voulu pendant toute sa carrière faire plaisir aux fans. Et cette démarche, pleine de bonnes intentions, a un énorme défaut. Elle crée peut-être des jeux plaisants, mais elle dessert une œuvre d'art. Je me suis beaucoup plus amusé sur Pizzeria Simulator que sur les autres jeux. Mais en tant qu'œuvre d'art, le premier jeu reste beaucoup plus dans ma tête. Je le trouve beaucoup plus cohérent en tant qu'œuvre. Par contre, ma vision est, en vrai, pas tout à fait juste. Au cours de la série, Scott s'est éloigné du style qui avait fait sa saga, et en vrai, les éléments que j'aime pas, c'est surtout ce que Scott, lui, il aime quoi. Genre, je suis un de ces critiques qui essaye d'imposer une vision personnelle à une licence qui n'est pas à moi. Je fais partie du problème. Ce qui me dérange, c'est plutôt la cohérence en fait. Scott aurait pu faire des jeux SF à côté de sa saga la plus populaire. J'aurais aimé qu'il laisse sa franchise de côté après FNAF 4, plutôt que d'imposer à cette saga des éléments qui la dénaturent. Mais non, il a l'air presque enchaîné à cette franchise. Il ne peut pas s'en décoller. Quand on voit des gens parler de FNAF en bien comme en mal, on entend souvent parler de deux termes, le stress et les jumpscares. Dès le départ, la plupart des gens parlent du stress provoqué par les jeux comme la nature même de l'horreur de FNAF. Du coup, FNAF 2 devient un simulateur de stress en conséquence, en essayant au maximum de faire perdre ses moyens au joueur en lui mettant 1000 éléments différents à gérer. Le joueur a plus peur de perdre sa progression et de sursauter qu'il a vraiment peur des animatroniques en fait. Mais la vérité à mon avis, c'est que le stress n'est pas la nature du fonctionnement de FNAF. C'en est une conséquence. Je me souviendrai toujours de ma première partie sur Five Nights at Freddy's 1, seul sur l'ordi familial, 12 ans à peine. J'étais absolument terrorisé d'une manière qu'aucun jeu n'a vraiment réussi à approcher. Je me souviens avoir perdu complètement mes moyens la première fois que j'ai vu Bonnie à la porte. J'étais terrorisé à chaque moment dans ce bureau. Je suivais chaque animatronique sur la caméra, persuadé qu'il se déplaçait avec un pattern complexe. Puis j'ai reçu l'un des plus grands stress de ma vie sur un jeu vidéo. Et pour moi, l'horreur de FNAF tient dans ce moment, et ce moment uniquement, que beaucoup de gens ont vécu. À un moment, alors que je vérifiais les lumières pour m'assurer que personne ne soit à ma porte, le bouton de la lumière et de la porte a fait ce bruit. Ah, ce bloc. Oui. L'état de panique dans lequel cet événement m'a mis était indescriptible. Je savais que quelque chose de négatif s'était passé. Je savais que ça voulait dire rien de bon, mais je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. Alors évidemment, maintenant je sais ce que ça veut dire. J'ai décompilé le jeu, je l'ai décortiqué. Je sais que ça veut dire qu'un animatronique est dans le bureau et qu'au moindre check des caméras, j'allais me faire jumpscare. Mais pendant un bref moment, un tout petit instant, jeune, en train de jouer pour la première fois, je me sentais plus vulnérable que jamais en face d'un jeu. Et après avoir reçu ce premier jumpscare, le jeu a été moins efficace à chaque partie que j'ai fait. FNAF est une expérience qui joue sur l'inconnu, dans son histoire, dans ses mécanismes d'horreur et dans son design. On ne sait pas quelles émotions ressent la machine en face de nous. On ne sait pas qui ou quoi a causé les tragédies qui sont impliquées dans l'histoire du jeu. On ne sait pas ce qu'il se passe entre chaque caméra qu'on sélectionne. On ne sait pas ce qu'il se passe dans la cuisine, ni ce que fait Chica lorsqu'elle y est. On ne sait pas ce qu'il y a dans les angles morts que la caméra ne filme pas. Et c'est pour ça que ça marche.
On a peur de l'inconnu, on a peur de ce qu'on ne comprend pas, et le premier FNAF était un chef-d'œuvre en ce sens. Tout son design te donnait l'impression que tu étais vulnérable face aux monstres imprévisibles qui se cachaient juste à côté de toi, comme conscient que tu les vois. Chaque jeu, après le premier jeu, a flirté avec cette idée sans jamais autant l'approcher que la première fois. Je vois des éléments brillants dans chaque jeu de la saga originelle, même ceux que je déteste, mais je ne peux pas dire que tous ces jeux sont bons. Je ne suis même pas sûr que Five Nights at Freddy's en général soit un univers de qualité. Ce dont je suis certain, c'est que ces jeux sont importants, et tous, individuellement, sont intéressants. Même les plus ratés, ils ont tous essayé quelque chose d'assez radical. Tous ont eu des idées qui ont marqué le jeu vidéo, qu'on le veuille ou non. Le jeu vidéo. Et là, on revient inévitablement à cette boîte. Ah, la fameuse boîte là. Justement, le youtubeur qui arrête pas de montrer, il a fait une vidéo il y a 2 semaines, genre de ça, j'étais parti voir sa chaîne et tout. Sur cette Pour moi, fameuse boîte là. elle tient en elle-même la longévité de la série de jeux. Il m'arrive de repenser annuellement à FNAF par nostalgie. Mais systématiquement, je me pose la même question. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte ? Et cette simple question me ramène à mon enfance, à essayer de comprendre cette histoire qui était encore si teintée de mystère et d'inconnu. Et Scott, en bon chaotique qu'il a toujours été, a régulièrement essayé de casser l'importance de cette boîte. Il a dit d'abord que le contenu de la boîte avait changé au cours du temps, puis ensuite il a dit qu'il savait pas exactement ce qu'il y avait dedans. Bref, il a longtemps essayé de casser sa mystique. Et toutes ces déclarations, elles ont servi uniquement à la minimiser et à la casser. Mais il a quand même compris un truc. Il ne faut jamais qu'il ouvre cette boîte. FNAF a perdu son cachet au cours du temps, au fur et à mesure qu'on comprenait l'ambition de l'histoire et ses motivations, et qu'on comprenait clairement quels en étaient les personnages principaux. Mais au final, ce qui fait rester les gens, ce qui fait que des gens continuent à essayer de déchiffrer ce lore alors qu'ils avouent eux-mêmes ne plus aimer les éléments qui y sont ajoutés de jeu en jeu, eh bien, c'est tout simplement ce qu'ils ne savent pas. Pour l'instant, la boîte peut contenir absolument n'importe quoi. Ils ont trop mélangé plein de choses. Et la clé est peut-être ensemble, quelque part. Et ça fait survivre cette franchise. Mais un truc est sûr. Le jour où cette boîte s'ouvrira, sera la fin. Sera le jour de la mort de Five Nights at Freddy's. Ok, merci beaucoup Failed Up pour cette vidéo de fou. Voilà, c'était ma vidéo sur FNAF et son impact indélébile sur la culture. J'espère que vous comprendrez ce que je pense de ces jeux maintenant et que vous ne prendrez pas trop mal mes moments plus négatifs. Je précise bien que sur cette... Je précise bien sûr que cette vidéo est exceptionnelle et qu'on reviendra vite au sujet habituel de la chaîne. Également, je vais régler ce soir le problème de la qualité des pubs sur la vidéo. C'est une bourde de ma part, j'ai oublié de placer manuellement les coupures et du coup YouTube a fait un découpage abusé. J'ai pas eu de pub moi. Ah mais c'est vrai, j'ai pas pu voir, j'ai un bloqueur. Ok. Il y a 4 jours et je réponds, je refais un nouveau. Ok. En fait, le problème, c'est que les gens ils vont commenter la vidéo sans l'avoir vue. Ça, c'est le typique YouTube. Voilà. Oh, super vidéo. Bah, tu l'as même pas vue, gros. J'ai voulu regarder un peu en arrière et vous dire ce que j'en pense de la manière la plus franche, tout en prenant en compte toutes les raisons qui ont amené les décisions bizarres que la série a prises. J'espère que la vidéo était pas trop longue. Je trouve qu'elle est un peu trop longue. Je tourne depuis combien de temps là ? Oh putain, je tourne depuis 8h30. Ça se voit pas, mais j'ai la gorge complètement niquée là. J'ai hyper mal quand je parle. Je compte peut-être faire un findings complément d'enquête où je vous donne juste mon ranking des jeux FNAF. Voilà, je les note sur 10 chacun et je fais du moins bon au meilleur à mon humble avis. Ça m'énerve le YouTube truc là. Je vais surtout me reposer. Oh là là, regardez-moi ce vilain menteur, il est en train de dire qu'il va se reposer alors qu'en réalité il va enregistrer son album. Donc l'historique ne marche pas. Voilà. Merci beaucoup. C'est particulier de terminer ce truc. Je sais que là j'ai 2 mois de montage hardcore là, à terminer là, ça va être horrible. J'aurais dû désactiver le... Putain, 3 400 000 frère. Attends, mais c'est une des plus grosses vidéos en vrai. En vrai, elle va faire facilement les 6-7 millions. Les sujets genre les plus populaires. Bon, forcément, elle vient de sortir, mais elle va facilement faire plusieurs millions de vues. En plus, les gens viennent regarder. Moi, je la regarde en 3 fois.
Mais ces vidéos qui m'ont marqué, c'est celles sur les maladies psychiatriques. Tout ce qui est schizophrénie, il y en a une belle. Faut que je la trouve. Je sais pas où elle est. Ça, c'est sur Doom. Il y en a une belle sur la radio aussi que j'ai beaucoup aimé, celle de la radio. Tac, tac, tac. Alan Tutorial, elle est incroyable celle-là. C'est Fendings là, je le trouve vraiment cool. Ouais. Y'a pas la vidéo sur les psychologiques. Bref, en tout cas, merci Feld, c'est celle-là. Les dessins perturbants. Et tu sais que j'ai acheté ceux de Brian dans Brian Charley, je crois qu'il s'appelle. Le mec qui a fait ces photos-là. Là. Ils ont fait des tests sur lui en fait. C'était un schizophrène. Et il y a une journaliste qui voulait tester en fait de voir ce que ça ferait ses dessins sans son traitement. En fait, il s'est suicidé. Voilà. Et de plus en plus, chaque jour en fait, elle lui demandait de dessiner, ses dessins devenaient de plus en plus troubles, de plus en plus noirs, tu vois. Jusqu'à qu'un jour le mec se suicide. Malheureusement, il y a plein de vidéos. En fait, toutes ces vidéos sont trop cool. Genre, vraiment. Il y a une chaîne de malades, ce mec, et franchement, il y a 11 ans. Mec, j'aurais tellement voulu récupérer mes vidéos. Je pense que ça daterait aussi de 11 ans, 15 ans, ouais, malheureusement. Merci, faites-le. Ciao, ciao, ciao. Bye bye.